Bonjour tout le monde et bienvenue à Vérité Choc, notre émission hebdomadaire. Salut Jean-François. Bonjour Richard. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci, Dr Béliveau, d'être avec nous. On commence à avoir des invités, donc le premier invité en personne, Dr Béliveau, merci d'être là. C'est bien de le revoir, hein? C'est un habitué de Théovox Actualité, mais de le voir dans un autre contexte, ça fait vraiment du bien. Bien, le contexte de l'émission, c'est d'être plus près des gens. Ce qu'on veut, c'est vous rejoindre et vous faire participer, donc à travers le chat ou à travers le téléphone. Le numéro? 1-866-843-6869, 1-866 Théovox. Donc, si vous oubliez les numéros, vous pouvez penser à Théovox puis le trouver sur votre pad numérique de téléphone. C'est 1-866-843-6869. Excellent, merci. Et on vous invite à participer parce que les sujets sont toujours intéressants et vous amenez des sujets que quelquefois on ne pense pas. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va parler de 2 sujets importants parce que vous les avez amenés à travers les autres sujets qu'on parlait les semaines précédentes. Parce qu'on s'est donné 3 thèmes. Tu connais bien Dr Henri Oncourt en France? Bien, pas personnellement, mais oui, je l'ai entendu régulièrement. Alors, elle est très impliquée au niveau de la situation qu'on vit, mais elle a aussi une dimension très humaine, très intéressante, et elle disait qu'elle avait résumé la crise en parlant d'espérance et de gratitude, et aussi tout l'aspect négatif qu'on peut avoir dans la crise, qu'on connaît tout le monde. Mais quand on parle de gratitude et qu'on parle d'espérance, on tombe dans un autre niveau. Et aujourd'hui, on est rendu à ouvrir sur l'espérance et aussi parler de la semaine passée qui était le thème gratitude et qui nous permettait d'avoir les témoignages des gens sur ce que ça a eu de positif, la crise, pour plusieurs. Et moi, je trouvais ça intéressant qu'on le fasse parce que souvent, on nous reproche ici à l'émission ou à Théovox de rire, de sourire, d'être joyeux. Bien, nous, on est joyeux dans la crise. Hein? C'est le problème d'être chrétien, peut-être, c'est qu'on comprend cette dimension-là de vivre des situations difficiles, mais il y a toujours des gens qui en vivent des pires. Et si on les fait dans la joie, bien, on est plus en mesure, justement, de répondre aux besoins de ceux qui perdent l'espoir, puis on peut comprendre pourquoi aussi. Ah, c'est clair qu'il faut rallumer la flamme, Rallumer la flamme, constamment, parce que c'est très difficile de préserver actuellement son équilibre dans ce monde-là. Alors, d'abord, merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de se voir en personne. J'aime pas, j'haïs en présentiel. Là, parlez-moi pas dans présentiel, en personne. C'est un peu l'air du temps de changer les termes pour quelque chose qui existait déjà. Là. En présence ou en personne, ça fait l'affaire. Donc, on devrait continuer comme ça. C'est une mode, hein? C'est des modes. Mais peut-être pour revenir sur l'ordre du jour, c'est qu'on va parler justement du chat. On fait une petite tournée de ce qui a été dit dans le passé, la semaine passée. Et aussi, le deuxième thème, ben, c'est pour ça que Dr Béliveau est avec nous, c'est parler de l'aspect du sang contaminé. Appelons-le comme ça, parce que depuis les injections, on peut comprendre qu'il y a 2 catégories de gens, malheureusement. Et il y en a qui se disent, ben écoute, j'ai été obligé de le faire, qu'est-ce qui arrive? Donc, il y a beaucoup de questionnements qui ont été présentés. Tu en as fait réagir plusieurs, parce qu'on a vu dans le chat, quand tu as emmené ça la semaine dernière, il y en a qui ont vraiment réagi. Oui. Parce que c'est la réalité de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont en couple. Un des conjoints est injecté, pas injecté, mais oui, injecté, puis l'autre ne l'est pas. Ça a des répercussions qui sont assez importantes. Exactement. Importantes. C'est un aspect et qu'on ne connaît pas parfaitement. Puis je pense que c'est important de préciser ça d'emblée, parce qu'on arrive dans une zone d'inconnu. Voilà. Puis souvent, il y a des hypothèses, il y a plein d'informations qui circulent, dont la plupart ne sont pas vraiment validées là, de façon certaine. On nage dans l'inconnu. Puis je pense que c'est important de reconnaître ça. Il y a un risque. Il y a un risque associé, il y a un risque à cela. Il n'y a rien sur cette planète, dans ce monde-là, qui ne porte pas de risque. Toutes les interventions, même avec une bonne intention, il y a un risque qui est associé. Je pense qu'il y a beaucoup de déductions aussi. Si 1 et 1 fait 2, mais on fait la même chose, on fait la somme de ça, plus ça, plus ça. Le risque potentiel devrait être ça aussi. C'est sûr, quand un médecin vient nous dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes et d'inconnus, imagine nous autres, les pauvres néophytes. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Et en 3e partie d'émission, ou en 2e, si on prend beaucoup de temps avec Dr Béliveau, ça va être
du M. Donc, le titre que j'ai donné, c'est du M ou du M pas. Moi, j'aime tes jeux de mots. Ça résume pas mal la situation. Donc, il y a eu beaucoup de réactions à ça parce que j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de problématiques avec le nouveau Parti conservateur du Québec que j'ai cofondé en passant, qui a bien changé depuis. Alors, on va pouvoir parler de ça vers la fin, mais allons-y tout de suite avec notre chat de la semaine passée. Donc, le thème, c'était la gratitude. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous voyez du positif dans la crise? Il y a Julie Marchand qui nous disait, les vrais visages ont été une révélation. Alors, elle dit, écoute, là, il y a beaucoup de négatifs, mais ce qu'elle constate, c'est on voit la vérité parce que c'est un révélateur. Hein? Oui. Moi, je dis souvent qu'on est en période apocalyptique au sens où le mot apocalypse veut dire révélation. Que ce soit pour le meilleur et pour le pire, les gens sont vrais dans leur peur, sont vrais dans leur couardise même. Il y en a beaucoup qui ont peur d'agir avec peut-être un courage qu'on pouvait avoir dans le passé, mais là, tout à coup, on dirait que c'est terminé. Alors, ce côté-là, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, moi, c'est ce que je vois beaucoup dans mon entourage personnel et professionnel, c'est que les gens ne peuvent plus se cacher. Premièrement, avec la muselière, en partant, tu montres un peu dans quelle situation tu es. Et quand on voit des gens nous apostropher, surtout les jeunes hein, qui ont peu d'expérience, qui pensent que la vie, c'est normal comme ça, cette nouvelle normalité-là, ça fait déjà 2 ans. Oui. Les jeunes qui nous apostrophent, que ce soit au dépanneur ou ailleurs, ça fait pitié quand tu y penses, parce qu'eux-mêmes sont en train de te dire, vous êtes complètement en dehors de la normalité. Alors que, excusez-moi, moi, je suis né libre. Tu sais, en même temps, Richard, il y avait hier, là, pour faire du pouce... Mais t'es pas né libre, Richard. Je suis désolé de te dire ça. Ah oui? T'es né avec plein de potentialités, mais t'étais complètement dépendant, là, physiquement, financièrement, affectivement, des parents, de ceux qui... La liberté, pour moi, c'est une conquête. C'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on se transforme, qu'on se développe, qu'on développe nos compétences. Mais là, on peut compter sur nos propres forces. Quand on est petit, on est plein de potentialités. On est dépendant, mais libre. Là, maintenant, on est rendu dépendant et sans liberté. Il y a des familles où tu es plus libre que d'autres. Il y a des familles complètement dysfonctionnelles. Je dirais dépendamment de l'endroit où tu nais aussi. Oui, l'endroit, l'époque, tout ça là, fait en sorte que tu te fais contraindre, tu te fais contrôler, tu te fais menacer, intimider, etc. Écoute, peut-être que je suis exceptionnel, mais moi, mon mais cordon... Toi, t'es peut-être né au monde libre. Non, mais je suis né au monde libre, j'ai coupé le cordon, j'avais même pas une journée. C'est pour te dire. Hein? Extraordinaire. Mais pour faire du pouce sur ce que Julie Marchand disait, les vrais visages ont été une révélation. Moi, je veux dire, juste hier, encore une fois, je regardais un sondage qui est sorti du journal Le Devoir, qui disait qu'à peu près, là, c'était au-dessus de 50%. De mémoire, il me semble que c'était 59%, 62%. Des gens ont même plus confiance aux médias parce que la crise a révélé la vraie couleur des médias qui sont subventionnés, contrôlés, manipulés à travers tout ce qu'on a vécu. Fait que la crise, elle a exposé ça fois 1000. Oui, et puis moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris là-dedans, c'est la puissance de la propagande. Oui. Comment, quand tu répètes systématiquement le même message... Le même mensonge. Le même mensonge devient une vérité, effectivement. Oui. Alors, c'est absolument, pour moi, c'est une révélation. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait une possibilité de rentrer dans la tête du monde, de coloniser un esprit à ce point-là, de penser qu'il y a très peu de libres penseurs. Voilà. Il y a plein de monde qui sont conditionnés par les messages qu'on reçoit, qui n'ont pas la capacité de remettre ça en question. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit là? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que c'est... Moi, j'ai un esprit critique. Et puis, savoir... La capacité de douter, c'est la base même de l'approche scientifique. C'est pas d'arriver avec ta vérité puis tu l'imposes à tout le monde. C'est pas scientifique, ça là. C'est du scientisme, c'est la nouvelle religion. Mais la science, c'est pas une religion, c'est pas dogmatique. C'est questionner systématiquement, douter, demander des preuves. Et puis après ça, tu te dis, qui a dit ça? Y avait-tu des conflits d'intérêts? Parce que la science peut être utilisée, manipulée, instrumentalisée pour imposer quelque chose. Alors, donc, il y a une recherche vers la vérité. Mais il faut que les joueurs soient honnêtes. Hein? Il faut qu'ils soient dans la vérité
pour la quête de la vérité en tant que telle, mais c'est ça qui manque. Là, là on voit qu'il y a une science de contrôle des populations, de manipulation. Moi, j'ai voulu faire ma thèse de maîtrise en philosophie sur le contrôle des médias. Et les professeurs ne voulaient pas se mouiller. Donc, ça répond déjà, et on remonte à une quinzaine d'années, mais quand même, à l'époque, on était plus libre qu'on est aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, ce serait impensable de même arriver avec ce sujet-là. On a aussi Suzanne Cusson qui nous dit « Je me suis fait de nouveaux amis extraordinaires. » Et ça, je ne sais pas si vous êtes pareil comme moi, mais moi, j'ai plus d'amis dans le monde que je ne connaissais pas il y a 2 ans que, tu sais, dans le passé, on a nos vieux amis d'enfance et tout le reste. Et là, tout à coup, on a un nouveau réseau parce que c'est très difficile d'interagir avec des gens qui nous voient comme des extraterrestres, à peu près. Là. Mais en même temps, on le retrouve dans les commentaires beaucoup de la semaine dernière. Il y a beaucoup de gens qui se sont servis de ce qui s'est passé de par leur prise de position pour faire du ménage. Oui. Il y a eu un ménage qui s'est fait, même moi, dans mes amis, il y a des gens qui ne me parlent plus, là, qui étaient des amis hyper proches, de par des positions. Fait que quand tu retranches, quand tu as de la posture, puis tu retranches, puis tu prends des positions par rapport à des sujets bien précis, notamment d'actualité, ben ça fait en sorte qu'il se produit quelque chose. Il se produit que tu vas perdre tes amis ou tu vas t'en faire d'autres, mais il y a un nettoyage naturel qui se fait à ce moment-là. Oui, il y a Sylvie Mercier qui dit... En même temps, c'est là, oui, ce que tu dis, là, c'est Jean-François, il y a une mise à niveau, dans le fond. Hein? Tu sais, c'est mes amis version 1, ça va-tu pouvoir être mes amis version 2? C'est là que tu mets à jour. Il y en a que oui. Il y en a que oui, parce qu'ils vont évoluer, mais il y en a que non. Oui, puis avec lesquels tu vas pouvoir discuter, qui vont être curieux de quelqu'un qui pense autrement. Dans le respect aussi. Oui. C'est que s'il y a un dogmatisme de blocage, c'est souvent ces gens-là qui vont dire « je veux plus te parler ». Oui. Hein, moi, on me disait des fois quand j'arrivais chez des amis, bon, ben ici, on ne parle pas de religion ni de politique. Ben, je mettais mon manteau et je m'en allais. Là, il disait, qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié quelque chose de l'auto? Je dis, non. Je dis, il reste quoi à parler? Et là, il était complètement subjugué par mon commentaire. Le problème, c'est que toute la soirée, on parlait de ces 2 sujets-là. Parce qu'une fois que tu as commencé à en parler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas en parler. C'est que ça accapare l'attention de tout le monde. Et les gens ne sont pas habitués d'argumenter par rapport à des sujets comme ça. Ouais. Surtout, invitez Richard Descaries à souper chez vous, là, puis passer une soirée juste à écouter ses histoires politiques. Écoute, Richard a donné une genre de formation. Il y a un groupe qui l'avait invité à un moment donné, puis je pense que c'est arrivé quoi, à 9h, 10h, Richard? Non, c'était à 7h. Le matin? Non. Le soir. Non, je parle de quand tu es allé dans un petit foyer là, chez Ruth. Tu avais été chez Ruth, puis tu étais rentré, je pense, à 9h le matin. Écoute, il n'a pas pris de break. 12 heures. Il a fait 12 heures en ligne. Jusqu'à 9 h le soir, il n'a pas pris de break, pas pris d'eau. C'est tellement captivant parce que tu as des histoires assez croquantes aussi. Tu sais, tant que ça intéresse les gens, en fait, c'est ça. C'est qu'on était dans la pré-campagne électorale, c'est sûr. Et les gens veulent savoir l'organisation politique. Oui, c'est ça. Mais comment tu peux comprendre dans quoi tu embarques si tu ne connais pas l'ensemble, d'où ça vient? Et là, il y a beaucoup d'historique et tout le reste. Puis quand on est un peu plus vieux, on a vécu l'histoire nous-mêmes. Donc, c'est le fun de raconter les anecdotes aussi parce que en politique, il y a beaucoup d'anecdotes, naturellement. Mais oui. Et quand tes anecdotes sonnent une cloche aux gens qui disent « Ben oui, je me souviens de cet événement-là, etc. » Et là, tu le racontes avec une tournure différente, ça devient très intéressant. Mais moi, je pense que la politique nous amène la noble politique ou la saine politique. C'est ça qu'il faut réhabiliter parce qu'on nous a amenés dans une dimension qui est tellement corrompue et négative qu'on a perdu les gens en cours de route. Là. Ah oui, puis c'est très difficile quand tu fais allégeance politique de garder à l'esprit que c'est une façon de voir la vie. Là. Tu sais, souvent, il faut adhérer systématiquement. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Tu sais, adhérer à un parti. J'ai en tête Hubert Aquin, dont c'est le 45e anniversaire là, de son décès, actuellement, aujourd'hui même. Alors, il est décédé en 1977. Je lisais ça ce matin. Et puis, il était très investi politiquement. Et quand tu es investi, tu te dis, bon, ben mon bonheur dépend de la mise à... mon plan, là, quand tu vas en politique, c'est parce que tu as un plan, tu as une vision de qu'est-ce que devrait être la vie. Puis des fois, c'est décevant. Tu n'arrives pas à ce que ton projet se réalise, se manifeste, et puis tu es déçu. Tu finis par être désespéré si ton bonheur dépend de ça. Oui, même désabusé. Alors, tu peux devenir aussi violent autour de ça. Et lui, il a fini par mettre un terme à ses jours, volontairement, tu sais. Alors, tu sais, c'est comme, il faut faire attention de ne pas devenir prisonnier de ses idées non plus.
Parce qu'on peut créer beaucoup de dommages en soi puis autour de soi, autour de ses idées. Restez souple, restez ouvert, restez avec un esprit qui bouge. Il y a des gens qui disent je serais très heureuse de l'inviter toute une journée jaser politique avec Richard Carole Filion-Laplante qui marque ça sur des réseaux. Avec Richard, on est en train de te donner des invitations pour que... Merci d'avoir ouvert le bal. Il y a Sylvie Mercier, je voulais revenir là-dessus, qui dit « Je me suis vraiment réellement découverte moi-même et j'ai fini par dire ce que je pense réellement. » C'est intéressant quand même que quelqu'un ait fait cette évolution-là par rapport à soi-même, de dire, ben écoute, c'est fini les apparences, etc. Tu as tellement une obligation de te positionner dans des situations dramatiques. Puis c'est dramatique pour la plupart des gens. Oui. C'est pas léger le fait qu'on en sourit, c'est que le fait de dire, ben écoutez, soyons quand même heureux dans la situation de guerre culturelle ou spirituelle qu'on vit. Et à travers ça, ben on va donner du courage à ceux qui n'en ont pas. Puis quelqu'un qui nous dit quelque chose comme ça, ben, a déjà les outils pour aller plus loin par rapport à ce qui s'en vient. D'être joyeux, d'être heureux, c'est une décision. C'est pas juste une émotion. J'ai décidé d'être heureux, puis je vais faire en sorte que ma vie... Ben oui. Voltaire disait ça, là. J'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et voilà. Ça, c'est intéressant venant d'un médecin. Il est mort à l'époque où il a vécu, il est mort à 82 ou 84. Là, quand même. C'est assez remarquable. Tu vois qu'il y a un lien entre son bonheur et... moi, je pense que oui. Sa mobilité, son bonheur, son intelligence, sa sensibilité. Alors, toutes c'est des qualités qu'on a, chaque humain a. Et puis de savoir qu'on a un choix d'attitude à un moment donné, puis qu'est-ce qu'on... Alors, la mise à jour, là, comme tu dis, de nos peurs, ma peur du CHSLD, ma peur de perdre l'autonomie, ma peur de tomber malade, ma peur de mourir, ma peur de vieillir. Tu sais, c'est comme c'est une mise à jour. Puis, on vit-tu sous l'emprise de la peur aussi? On les met à jour pour s'en libérer. Exact. J'ai peur de m'exprimer parce que j'ai peur qu'on me rejette, qu'on m'abandonne. Alors, ça met à jour ça. Et là, tu es pris avec tes deux besoins, un besoin d'approbation puis un besoin d'affirmation. Puis je pense qu'il y a une guerre en chaque humain. Puis je pense que quand tu commences à t'exprimer parce qu'il y a un lieu d'accueil, ça te réconforte. Ça te dit, il y a des gens qui vont me suivre, puis il y a des gens qui vont quitter. Puis s'ils me quittent, ils me quitteront. Même si je pense comme eux autres, si je fais comme eux autres, bien, un ami, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter, pas juste d'accepter, mais d'apprécier la différence. On dit que pas pareil. Regardons ça, c'est intéressant. On dit que les amis, c'est ceux qui nous connaissent puis qui restent quand même avec nous autres. Là. Oui. C'est intéressant comme définition parce que c'est pas toujours facile, mais quand on fait tomber les masques, c'est le cas de le dire, puis qu'on est vraiment en relation avec les gens, ben là, on commence à trouver une qualité dans ce qu'on fait, beaucoup plus que dans la superficialité de... se rencontrer au niveau social, comme on a connu au niveau professionnel et tout le reste. On dirait que tout ça est en train de prendre le bord. Oui, puis tu sais, quand tu dis les gens qui nous connaissent puis qui restent avec nous autres, c'est les gens aussi qui nous connaissent sans tout connaître de nous. Tu sais, rester avec l'idée qu'on ne connaît jamais parfaitement la personne. Moi, je vis avec ma femme là, depuis 31 ans, puis je la découvre encore. J'essaie de garder cet esprit neuf, de toujours être ouvert à quelque chose qu'elle va m'apprendre, qu'elle va me démontrer. Puis quand tu vis une situation comme celle-là, moi, il y a des gens qui me connaissent, je suis le bon docteur qui enseigne la méditation. Puis là, ils voient apparaître le guerrier pacifique. Mais j'ai aussi un élément guerrier. J'ai des valeurs auxquelles je tiens, puis je veux défendre la valeur, la possibilité de choisir de façon libre. La preuve, c'est d'être ici aujourd'hui. Merci d'être ici, c'est très apprécié, ça aussi. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci à vous de faire ça, puis de faire votre travail, puis de le faire avec la vérité. Là, il faut le faire. Il faut le faire et faire ressortir la vérité. José Roy qui nous dit « Je me suis rapproché de Dieu ». Ça, on a connu ça beaucoup ici. Donc, déjà, de refaire un retour sur des choses fondamentales, ne serait-ce que se questionner sur la vie, la mort, etc., c'est déjà faire beaucoup plus que ce qu'on nous avait habitués dans le monde pré-2020. Elle soulève un point extrêmement important parce que c'est souvent quand ça va mal ou qu'on se fait presser le citron un peu, qu'on a tendance à retourner à nos origines ou à retourner à un Dieu.
Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça, c'est comme tu dis, c'est la somme de plusieurs personnes qui ont vécu ça durant... Oui, c'est des témoignages. Il y a des personnes qu'on nomme, mais il y a beaucoup de monde qui peuvent témoigner de l'équivalent. Et c'est ça l'objectif un peu de l'émission, c'est de donner aux gens, de dire, écoute, tu n'es pas tout seul dans ton coin, parce qu'on est très isolé dans la situation qu'on vit depuis 2 ans, volontairement, parce que c'est comme ça qu'on contrôle des populations. Comment contrôler une masse? S'assurer que chacun des individus pense qu'ils sont uniques à penser comme ça. Parce que si tout le monde se parlait, ben, on s'apercevrait qu'on est une masse vraiment qui aurait pu résister à la vaccination. Puis ceux qui disent avoir su, je ne l'aurais pas fait, ben, ils ne l'auraient pas fait s'il y avait eu ce travail-là auparavant de fait. S'il avait écouté Théovox depuis 2 ans, ça aurait été beaucoup mieux. Mais ça. Ouais, mais en parlant de ça, il y a 2 commentaires qui m'ont vraiment touché parce que je trouve ça touchant quand les gens marquent ça. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée depuis les 2 dernières années, c'est de vous avoir découvert. Oui, Carole Filion-Laplante qui dit ça, puis Linda Jensen qui dit ça. Je trouve que c'est... Merci pour ces commentaires-là, parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour les gens. Leur donner au cœur de Théovox Actualité, c'est donner la vérité au cœur de l'actualité. Puis au cœur de Vérité Choc, c'est de donner vraiment la vérité. Mais on sait que la vérité choque. La vérité ne laisse jamais personne d'indifférent parce qu'elle nous impose tout le temps un changement. Un changement de paradigme, un changement de pensée, un changement d'action. La vérité provoque quelque chose en nous, ça c'est sûr. C'est merveilleux. Puis si on avait juste ça comme objectif, là, de voir la réalité. Être vrai. Pas juste de la voir, de l'apprécier, de l'aimer, la réalité changeante, la réalité imprévisible, d'ouvrir à ça. Puis c'est comme ça qu'on se découvre des qualités de courage, de curiosité envers l'autre, envers la vie. L'autre ne pense pas comme moi, l'autre n'est pas moi, l'autre est riche. Ça devrait être plaisant, ça, que l'autre ne pense pas comme moi, alors que tout le monde voit ça comme un affront. On est très agressif par rapport à ça. Et la vérité, elle est immuable au sens où, il y a des choses, moi, les gens qui m'engueulent parce que je critique Éric Duhem, mais je dis, oui, mais il y a des faits, là. Alors, si je présente les faits, puis vous n'êtes pas d'accord, puis en y pensant, ce n'est pas un fait qui est très solide, on peut évoluer. Mais si je vous présente un fait, puis vous dites, non, je ne veux pas que ce fait-là soit reconnu, bien là, on s'aveugle volontairement contre la réalité. Et ça, on a été amené à faire ça beaucoup dans notre société. L'apparence, le paraître, dis-le pas à l'autre, etc. Il faut commencer à changer cet aspect-là. Et ça, c'est ça, aimer la vérité, je pense. C'est vraiment vivre dans cet aspect-là. Mais tu sais, l'aspect débat a produit 2 choses. Elle va soit te provoquer dans tes convictions ou elle va t'enraciner dans tes convictions. Elle ne te laissera pas indifférent. Soit, si tu as un argumentaire avec quelqu'un, puis tu as un échange avec quelqu'un, puis ça te provoque quelque chose, ça va te provoquer à creuser plus loin pour voir si ce qu'il dit fait du sens. Ou ça va renforcer ta conviction en disant il manque tellement d'éléments que ma conviction ou ma position par rapport à ce sujet-là qui est encore plus renforcée parce que je réalise que il me démontre que ma fondation elle est encore plus stable, plus profonde que je pouvais même imaginer. Tu sais. Mais c'est fascinant, tout le monde des perceptions, commencer à voir les choses telles qu'elles sont, commencer à connaître, à s'intéresser aux autres. C'est s'intéresser à la réalité, c'est s'intéresser aux liens aussi. Voir qu'est-ce qui se passe, dans l'état actuel, dans cette crise-là. Ça met à jour des choses. Je dis, tu connais quelqu'un quand tu es en conflit avec. Avant ça, on peut apprécier les qualités, mais on va-tu cheminer ensemble? On chemine ensemble. Pour ça, il ne faut pas éviter le conflit, il faut inviter le conflit. Parce que le conflit, c'est un révélateur. Puis là, c'est une situation conflictuelle. Pas parce que ça devrait l'être, mais parce qu'on l'a rendu comme ça. Parce qu'on a voulu imposer une solution unique qui s'appelle la vaccination. Fait que là, tu te fais des ennemis. Ceux qui n'abondent pas dans ce sens-là. Mais ce n'est pas des ennemis, c'est des gens qui réfléchissent autrement. Puis dont leur principe de précaution s'applique différemment. Et moi, j'aime ce que vous avez dit. Le conflit expose. Expose. Complètement, là, tu sais, puis permet de rencontrer l'autre. Quand toi, tu ne penses pas comme lui, est-ce que tu as l'autorisation d'exprimer ta pensée? Est-ce qu'il y a un accueil, une écoute, une curiosité? Ah, tu ne penses pas comme moi, regardons ça, c'est intéressant. Viens, on va s'asseoir. C'est parce que les 40 premières années de vie, de ma vie, moi, je le dis souvent, j'ai été allergique au conflit. J'ai eu peur des conflits parce que le conflit, formé comme tel, hein? La société nous forme. C'est comme, on cherche l'harmonie, on cherche, puis là, un conflit, ça peut, il peut avoir un éloignement affectif, puis de fait, il y a eu des conflits, puis il y a eu des gens qui se sont éloignés affectivement. Puis il y a des gens qui se sont rapprochés affectivement parce qu'ils sont curieux de toi, parce qu'ils sont respectueux de tes choix. Nous autres, on a 2 enfants sur 4 qui ont été injectés.
pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'approbation par rapport au vaccin, mais par rapport à leur situation actuelle, qui perdaient leur bien d'emploi, qui avaient une hypothèque à payer, 2 enfants. Écoute, bien, as-tu le choix encore? C'est pas facile. Alors, tu n'es plus dans un choix, tu es dans une coercition. Ouais. Et ça, moi, c'est une violence pour moi qui est inacceptable. Dans le secteur médical, c'est toujours le consentement libre et éclairé qui doit... Alors, quand tu n'acceptes pas l'autre à travers la possibilité de se définir, de choisir ce qu'il laisse rentrer dans son corps ou pas, écoute, on est dans une violence c'est un viol. Intolérable. C'est vraiment un viol physique. Dans le mot violence, il y a le mot viol. Tout à fait. Ouais. Il y a Jean Deshôtels qui nous dit « Les corrompus et les malins ont dévoilé leur vrai visage au grand jour. » Ça, c'est intéressant aussi parce que toute la corruption qu'on connaît, c'est facile de dire « Ah, la politique, c'est pourri, etc. » Oui, mais on continue toujours à réélire à peu près les mêmes personnes ou à peu près. Ou les mêmes partis. Il y a tout un questionnement par rapport à ça et de dire, ben, on voit maintenant que c'est très clair. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit un instant, là, on est capable de mettre des mots. Quand on fait des manifestations, par exemple à Montréal, à Ottawa, Québec, des marches, tout ça, puis les gens disent, ça sert à rien, vous tournez en rond. Il y a des rencontres qui se font dans ces situations-là. On a vu des gens de l'extrême gauche comprendre qu'ils étaient dans l'erreur depuis toujours, là, d'arriver et de dire, bien, écoutez, c'est pas ça la vie, etc. Et là, s'apercevoir, par exemple, que les syndicats n'ont pas défendu les travailleurs. C'est intéressant. Là, il y a tout un paquet de vraie corruption. Moi, ça fait longtemps que je combats la corruption, mais les gens, souvent, vont se battre contre des moulins à vent parce qu'on les amène à s'occuper de diversion au lieu de vraies réalités. Et pendant ce temps-là, ben, c'est ce qui se passe, c'est qu'on nous en passe des vites. Et là, tout le monde se réveille en disant « Comment ça fait que ça s'est passé? » Il est trop tard, donc on perd la confiance par rapport aux institutions. Et c'est ça le cancer de la société, c'est que quand les gens disent « Bien, la police, ça ne marche pas », bien, ça ne marche pas s'ils font quelque chose qui est illégal. Puis c'est quand c'est illégal, c'est quand c'est illégitime au niveau moral, comme on a vu à Ottawa, où il y a des gestes qui ont été commis qui étaient inacceptables comme être humain. C'est des crimes contre l'humanité. Oui, mais c'est mon patron qui me dit de faire ça. Et là, on tombe l'équivalent de la Deuxième Guerre mondiale, où les gens ont dit, ben j'avais des ordres de tuer des pauvres innocents. Et là, on commence à susciter ce questionnement-là. Puis la révélation, elle va jusque-là dans le contexte de ce qu'on vit. Moi, je trouve qu'il faut accueillir ça et il faut avoir de la gratitude. Paradoxalement, il faut avoir de la gratitude par rapport à une situation exécrable comme ce qu'on vit depuis 2 ans pour justement cette révélation-là. Et maintenant, on a la responsabilité de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Quand souvent les gens vont dire on se met en mouvement politique, tout le monde veut lancer un parti politique, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Premier geste, c'est d'arrêter de suivre le narratif. Deuxièmement, de parler à son entourage puis essayer de les convaincre, ce qui n'est pas chose facile. C'est ça être dans l'action. Tu n'es pas obligé de gagner la guerre. Tu peux juste t'affirmer et commencer à être bien dans cette situation-là aussi. Beaucoup de gens qui sont très inconfortables d'aller contre le narratif. Ouais. Eux-mêmes. C'est curieux, parce que ce que tu mentionnes, Louis Fouché, nous autres, il nous dit dans Réinfo COVID France, il dit il n'y a personne qui aime être un con vaincu. Alors, vouloir convaincre, pour moi, moi, j'aime mieux avoir accès qu'à accès à ma parole. Puis, éventuellement, il se fera une tête. Oui, puis, c'est curieux, parce que juste de proposer, de dire, il y a quelque chose que j'aimerais te faire voir. Mm-hmm. Et puis, réfléchis-y, puis reviens-moi là-dessus. Puis, il y a des gens qui sentent ça comme, tu veux me convaincre. Une menace. Je ne veux pas te convaincre. Je veux juste t'ouvrir à un autre regard. Puis après ça, tu feras ta propre décision. Il y a une violence d'une certaine façon aussi d'en vouloir convaincre quelqu'un. C'est de dire, j'ai raison, t'as tort. C'est pas facile, ça, là, non plus, d'être dans la posture. Quand on est dans la nôtre, dans la posture, dans le fond, qui est 15 20 30 je ne sais pas quel pourcentage de gens qui commencent à douter, qui regardent l'ensemble des mesures, des politiques, etc., qui ont été prises, ça faisait du sens, ça a-tu de l'allure? Et puis qui écoutent, qui prennent de l'information. Mais l'information, c'est-tu de la bonne information? Puis des fois, on dit, bon, ben ça, c'est la chef de la CDC dit, bon, tu sais, Rochelle Walensky. Institution, encore une fois. Il n'y a pas plus
corrompue que cette femme-là, ou incompétente, quand elle mentionne que le masque prévient la transmission de 80 %. D'où c'est qu'elle a pris ça? T'sais? Alors, mais tu dis, c'est une autorité, c'est la chef du Center for Disease Control américain. En fait, ça devrait être une autorité. Hein? L'institution est devenue une autorité. Est devenue et là, on met quelqu'un de corrompu qui corrompt l'institution. Tout à fait. Et là, les gens sont perdus parce les gens sont n'ont plus de repères. Perdus. Ils n'ont plus de repères. C'est comme... Et même les médecins, parce que vous êtes obligés de suivre ça, en fait. La plupart font l'économie d'aller chercher de l'information ailleurs et suivre le narratif. Comme ça, tu es dans la sécurité, tu es dans la conformité. Puis en médecine, on est des gens plutôt orthodoxes. On suit les guides de pratique, on écoute les experts. Puis les experts, ils ont un point de vue. Puis des fois, ça se peut qu'ils soient dans le champ complètement. Absolument. Alors, ils ont un point de vue, puis ils ont une expertise, puis ils ont une ignorance aussi. N'oublions jamais qu'ils sont ignorants de beaucoup de choses. Puis absolument. Chacun est ignorant. Moi, Dalai Lama disait, cette personne-là en face de moi est beaucoup plus compétente que moi, à des niveaux. Tu sais, le monde politique, je ne connais pas ça. C'est pas mon monde. Et toi, tu connais ça. Je peux m'éveiller. Jean Gabin qui disait je sais que je ne sais rien, ou à peu près. Là, plus il avançait en âge, plus il disait finalement, je connais absolument rien. Ouais. Et là, il est trop tard, la vie est passée. Mais écoute, notre premier segment est terminé. Robert, merci de ton enthousiasme, comme toujours, à travers tout cet aspect-là. On voulait faire le point sur la gratitude. Je pense que c'est bien fait. Maintenant, c'est lancé pour la suite des choses par rapport à l'espérance, qui est un terme beaucoup plus large. D'un point de vue chrétien, ça rejoint l'au-delà, hein, après la mort. La vie après la mort, c'est important. Et l'espérance, c'est beaucoup plus fort que l'espoir. Parce que souvent, les gens vont dire « j'ai perdu l'espoir en la vie, etc. » Oui, mais si ton espérance est au-delà de ta vie matérielle, naturelle, etc., peut-être que si tu n'es pas rendu là, il faudrait travailler par rapport à ça. Et moi, j'invite les gens à nous faire des commentaires, comment ça vient les toucher. Et ces commentaires-là, ces témoignages-là vont nous aider justement la semaine prochaine à parler de ce sujet-là, peut-être rejoindre des dimensions beaucoup plus profondes en fait, et c'est ça l'objectif de le faire. Alors, on va passer à notre pause habituelle et on revient avec Dr Robert Béliveau parler de sang contaminé cette fois-là. Alors, on est de retour avec notre émission Vérité Choc. Numéro de téléphone pour les gens qui veulent nous rejoindre. 1-866-ThéoVox, 1-866-843-6869. On a Guylaine qui était très, très, très patiente depuis un bout de temps. Richard, est-ce qu'on la prend tout de suite ou on entre? Allons-y tout de suite parce que peut-être ça parle du premier segment. Alors, allons-y avec ça. Bonjour, Guylaine. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Vous êtes en ondes. Oui. Écoutez, moi, j'ai un témoignage positif à faire. Cette pandémie-là a été une bénédiction pour notre famille. Bravo. Mon fils est né de nouveau, un véritable cri du cœur. Il est vraiment né de nouveau. Puis, par son témoignage, il y a eu 7 baptêmes après ça dans la famille. Un effet d'entraînement, le fait qu'il a pris position comme ça, là. Oui, parce que lui, il était militaire, puis il a été appelé à aller à Montréal en 2020. Puis le port du masque, lui, il en revenait pas de ça, ça lui rentrait pas dans la tête. Puis il était croyant, mais pas né de nouveau, là, puis pas pratiquant non plus. Puis là, à un moment donné, il s'est aperçu que ça allait pas bien dans le monde. Là, il s'est dit, coudonc, il y a juste le sexe, la drogue et l'alcool qui marchent bien dans le monde. Puis on s'en va où comme ça? Dans 10 ans, ça va-tu aller mieux? Puis il s'est posé des questions intérieures. Il n'y avait rien d'autre à faire. Là, il était en mission. Puis à un moment donné, il s'est dit non, il n'y a pas personne qui va nous sortir de là, sauf Dieu. Fait qu'il s'est reviré de bord, puis il a dit, Dieu, moi, là, c'est à toi que je veux faire affaire. C'est avec toi que je veux être parce que t'es ma seule espoir. Puis il dit qu'en disant ça, il a reçu l'Esprit Saint. Puis j'ai pas de misère à le croire parce que moi, je l'ai reçu il y a 30 ans, puis vous l'avez reçu vous autres aussi, tu sais. Puis ça a changé complètement sa vie. Quand il est revenu de mission, ça a été 2 semaines après, il est revenu de mission. Puis il nous a fait son témoignage. On a vu le changement dans notre fils.
Puis écoute, ça a déboulé dans la famille, là, les nouvelles naissances. Puis là, je vous parle juste de ça, de baptême dans la famille, là. Mais je vous parle pas de toutes les amies qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis pour le vrai, là, c'est des vraies naissances. Toute la famille, on est en feu. Ça fait 2 ans qu'on est en feu. C'est sûr qu'on ne tripe pas sur ce qui se passe dans le monde, mais à l'intérieur de ça, là, Dieu vire tout le négatif en positif. En tout cas, dans ma maison, c'est comme ça que ça se passe. Puis je trouvais ça important de vous le partager. Bien oui, c'est très apprécié, mais je vous invite à continuer la réflexion, peut-être ramener le sujet de l'espérance à travers tout ça et peut-être nous revenir la semaine prochaine comme témoignage. Ça va être très apprécié encore une fois. Mais merci beaucoup d'avoir appelé, Guylaine. Absolument. Merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. C'est intéressant, hein? C'est directement de la bouche des personnes impliquées. Ça nous ground par rapport à la réalité. Et on se sent interpellé par rapport à ça parce qu'on voit tout de suite que cette réunion familiale-là doit être pas mal plus joyeuse que certaines autres familles qui sont décimées. Hein. J'entends beaucoup de témoignages. Moi, je suis tout seul dans toute ma famille, puis je suis isolé. On entend régulièrement ça. C'est facile de dire, oui, j'ai d'autres nouveaux amis qui pensent comme moi. Oui, mais quand ta propre famille, que tu te réunis dans toutes les occasions de naissance, etc., est décimée, ou j'imagine que l'atmosphère doit être à couper au couteau quand tu arrives là-dedans, dans une situation. Il ne faut pas toucher le sujet, parce que s'il faut qu'elle parte là-dessus ou qu'il parte là-dessus, c'est fini, on perd le contrôle. Hein? Oui, puis je pense qu'il n'y a pas de famille ou il n'y a pas d'individu actuellement qui n'a pas vécu une détresse relationnelle à un niveau ou à un autre. Ou des relations, surtout quand c'est à l'intérieur de ta propre famille ou dans un couple, quand il y en a un qui pense à droite, l'autre pense à gauche, je ne sais pas quoi, puis qu'on se déchire, puis qu'on tient chacun à sa vérité. On a de la difficulté à entrer en lien avec l'autre, puis qu'on le perçoit comme un anti alors que je suis un pro ou un pro alors que je suis un anti. Tu sais, c'est comme, il faut se voir, ou apprécier les différences, apprendre, réapprendre ça, à apprécier les différences aussi. Puis savoir que chacun a le droit de réfléchir et de changer aussi. Et si on peut avoir un peu d'influence avec l'autre, on a de l'influence si on a un lien, si on a une relation, s'il y a quelque chose, et s'il y a une curiosité aussi envers l'autre. Si je ne tiens pas, si je ne suis pas accroché à ma croyance, je pense que... Mais il y a quelque chose qui a passé par-dessus bord depuis 2 ans, c'est la justice. Hein? Quand on voit, j'ai des témoignages de famille, moi, qui me disent, écoutez, mon jeune était dans le hockey 3A, là, je ne connais pas tellement le détail, mais imaginez quand vous êtes dans le 3A, au niveau de Bantam ou quelque chose comme ça, tu as espoir peut-être de faire carrière, c'est ta passion. Et là, du jour au lendemain, ils se sont fait empêcher, parce qu'ils n'étaient pas injectés, de participer à l'équipe alors qu'ils étaient excellents. Et là, tu as le parent qui dit, écoute, moi, je suis déchiré parce que la dernière chose que je veux, c'est qu'il se fasse injecter. Ben oui. Le jeune ne veut pas le faire, mais il est tellement déçu de ne pas participer à son équipe. Et là, il voit tous ses amis recommencer à jouer et lui est sur le banc, c'est le cas de le dire. Je pense que dans 10, 20 ans, 30 ans, il va être très fier de ce qu'il aura fait là. Ouais, ça va être relatif, le hockey rendu là, mais pour l'instant, c'est des déchirements majeurs. Pour l'instant, il est en conflit majeur avec son père qui veut le protéger. Ouais. Alors que lui, il veut s'exposer pour pouvoir être avec sa gang, sa tribu. Ouais. Puis tu vois, c'est ça. Écoute, c'est son avenir qui est en train de construire aussi. Tout à fait. Alors, c'est vraiment troublant, tout ce qui s'est passé là actuellement. C'est clair, il y a eu des déchirements dans des familles à cause de ça. Des enfants qui... Écoute, pour des enfants, là, leur ami, c'est la chose la plus importante. C'est clair. Comme vous mentionnez, Dr. Béliveau, il y a l'aspect tribu, c'est leur tribu, puis les amis passent souvent même avant les liens familiaux à un certain âge. Et puis, quand tu leur enlèves leur accès à leur tribu, c'est sûr que ça amène des conflits puis des déchirements extraordinaires dans une famille. Puis il y a du rejet entre les jeunes aussi. Il y a du rejet parce qu'on leur a appris à juger l'autre qui ne pense pas comme nous autres. Exactement. Puis à essayer de le convaincre, puis le gars, essayer de les ramener dans le rang. Là, faites un effort à l'en convaincre au moins un. C'est difficile aussi, pour les adultes d'argumenter avec l'expérience. Imagine pour un adolescent. C'est clair, c'est sûr. C'est les plus vulnérables. Ouais. Les gens me disent, c'est peut-être la première fois qu'on demande aux enfants de faire quelque chose pour sauver les personnes âgées. Non. Ce qu'il faut. À chaque guerre, t'envoies qui?
T'envoies les jeunes. Non, mais imaginez, là, je veux juste une mise en contexte comme ça parce que je viens d'avoir un flash. Imaginez le jeune qui veut jouer au hockey puis qui entend à un téléjournal le soir le gars qui dit « Allez convaincre un », puis il commence avec ses parents. Lui, le gars me le dit « Il faut que j'essaie de te convaincre pour pouvoir t'emmener à penser comme nous, pour pouvoir me permettre d'aller jouer au hockey. » Puis c'est sûr que ça s'est passé. C'est sûr que c'est arrivé, ce genre de situation-là. Sujet intéressant, on pourrait en parler pendant des heures, mais un sujet que moi me passionne puis qui a passionné beaucoup d'auditeurs et qui nous touche tellement. En 2020, quand c'est arrivé, toute cette affaire-là, puis je dis à mes amis, je dis, écoutez, ils vont vous obliger à porter une muselière pendant l'été. J'ai fait rire de moi, là. C'était juste pour 2 semaines, initialement. Oui. Mais quand c'est arrivé, j'étais rendu tolérable. Mais moi, ce que j'ai dit après, j'ai dit, là, on s'en va vers des injections d'un poison, parce qu'on a vu beaucoup ce qui s'en venait quand on était au courant déjà, donc c'était facile de le prévoir. Et quand je parlais d'injection, c'était le refus total, mais j'ai dit, la journée que ça va arriver, il va y avoir une problématique, ça va être notre intégrité à nous, les non-injectés. Comment on se retrouve dans des situations d'urgence au niveau médical et qu'on refuse une transfusion sanguine de sang contaminé, disons-le comme ça. On vient d'ouvrir toute une boîte de Pandore par rapport à ça. J'aimerais ça vous entendre, Dr. Béliveau, là-dessus. Bien, Dieu merci, on n'a pas souvent besoin de recevoir du sang. Mais je vais te dire que je serais très mal pris actuellement à savoir là, l'impact. On n'a pas encore de recul là-dessus. Moi, ma posture, c'est encore toujours le même principe, le principe de précaution. Hein? Puis le principe de précaution, il nous dit, il nous dit de regarder les avantages, les inconvénients. Y a-t-il moyen d'éviter ça? Il y a des moments où il n'y a peut-être pas moyen d'éviter ça, puis tu prends parce que tu as une hémoglobine à 2, là, puis tu es en train de saigner, puis bon, tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Mais si tu as un choix, si tu as une possibilité, pour moi, j'aurais tendance à ce stade-ci, en tout cas, d'éviter, parce qu'on n'a pas assez de recul. On ne le sait pas. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui ne passera pas? Depuis quand la personne a été injectée, ça a eu de l'impact? Juste regarder la biodistribution. Normalement, on sait ça. Quand on injecte un animal, par exemple, quand on fait de la recherche sur une nouvelle injection, une nouvelle technologie, bien, normalement, dans la phase 1, bien, on va faire ça sur des animaux. On va injecter l'animal, puis on va regarder comment se distribue le produit. Est-ce que ça s'en va dans le cerveau? La biodistribution du produit que tu injectes. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. On ne le sait pas. En fait, ils ont fait ça au Japon. Au Japon, ils ont fait ça, puis on a appris ça par la suite, que, oups, il y a beaucoup de la protéine spike qui se ramassait dans les ovaires, dans toutes les gonades, c'est ça? dans le cœur, dans les poumons aussi, dans le cerveau, dans le tissu neurologique. Tu sais, c'est comme ça nous aide à comprendre qu'il y a eu des effets secondaires au niveau neurologique, il y en a eu au niveau cardiaque. Est-ce qu'il va en avoir au niveau de la fertilité, de la fécondité dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? On ne le sait pas. On verra bien. Il va-tu avoir plus de problèmes tu sais, quand tu vas avoir des enfants d'infertilité dans les 15-20 prochaines années? C'est tout à fait possible. On n'en a aucune idée. Donc, on pourrait dire que nous sommes les animaux de laboratoire cette fois-ci, les êtres humains, malheureusement, et on aura les conséquences dans 10, 15, 20 ans. C'est clair. Et là, ça va être dramatique. On ne sait pas si ça va être dramatique ou pas, mais on sait qu'on prend un risque. On devrait le savoir, que ce n'est pas quelque chose pour lequel on a le recul du temps. Exact. Le recul du temps, bien, on va le voir. Les gens, on a même déjà, on le voit. Supprimé le groupe témoin. Hein? Ouais. Alors, il n'y a plus de groupe témoin. Le groupe témoin, c'est nous. C'est ceux qui ont pas été injectés. Comment le groupe témoin peut assurer son intégrité au niveau du sang? C'est en disant justement, moi, je voudrais avoir une banque de sang. Alors, première chose que j'ai dit en 2020, j'ai dit, moi, si j'étais médecin, puis j'étais pas au Québec marxiste, là, où Emma Québec contrôle tout. D'ailleurs, il y a une anecdote, la semaine passée, il y a une auditrice qui a appelé Emma Québec, elle a demandé d'avoir du sang non contaminé. Elle dit, je me suis fait raccrocher la ligne au nez. Premièrement, c'est évident qu'Emma Québec ne donne pas de sang à des êtres humains particuliers. Ils travaillent avec les hôpitaux et tout le reste, mais l'idée d'avoir une banque de sang de non-injectés, où moi, je pourrais donner mon sang pour l'avoir disponible pour une opération, ça n'existe pas. Et ça devrait être mis en place, parce que si on ne le fait pas, notre principe de précaution ne peut même pas être appliqué. Moi, j'ai un accident en partant d'ici aujourd'hui, je suis inconscient, je me retrouve à l'hôpital, je suis transfusé sans aucune autorisation.
Et c'est comme ça que le système fonctionne. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'on ait des petits bracelets qui disent « transfusez-moi pas », comme les témoins de Jéhovah? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce sang-là qui, ne serait-ce qu'au niveau de la précaution, même si on n'a pas les réponses, on devrait au moins être capable de dire non? On devrait toujours être capable de dire non, je pense. Les témoins de Jéhovah nous l'ont démontré. Puis quand j'étais étudiant en médecine interne, on a eu un cas, là, écoute, elle avait une hémoglobine dans le plancher. Elle ne voulait pas se faire transfuser, puis elle a fini par décéder. Ouais. Moi, j'ai été scandalisé. Puis maintenant, je suis scandalisé du contraire. Ouais. Parce qu'on a toujours le droit de dire oui, le droit de dire non. Puis on a le droit à notre système de valeurs, puis on a le droit de dire moi, j'ai cette croyance-là, j'ai cette idée-là. Je le raconte souvent, un de mes patients qui avait eu un cancer à un moment donné au niveau d'un muscle, un rhabdomyosarcome, on pensait que c'était quelque chose de bénin. Puis finalement, ce qu'il voulait, c'est se faire... le chirurgien voulait l'amputer. Et puis c'est un ancien facteur qui était rendu à la retraite. Il ne voulait pas se faire amputer, il voulait mourir sur ses deux jambes. Et puis on lui a permis, moi j'ai dit, écoutez, c'est votre choix, c'est votre droit. Puis vous partez. Puis le chirurgien est en maudit après moi parce qu'il dit dans 6 mois, il va être mort, ce monsieur-là. Puis il aurait pu se faire amputer à la hanche. Là, attention, là. Alors, tu te ramasses avec une méchante orthèse. Puis finalement, il a décidé non. Puis il dit dans 6 mois, il va être mort. Il m'a appelé 6 mois plus tard. Il m'a appelé 6 mois plus tard pendant 6 ans et demi. Il est mort 6 ans et demi plus tard, ce monsieur-là, sur ses 2 jambes. Il a eu une belle qualité de vie pendant ces 6 dernières années. Alors, voyez-vous, pour moi, j'ai appris quelque chose d'extrêmement précieux, c'est le droit de dire oui et le droit de dire non. Il n'y a personne qui peut faire ça à ta place. Alors, savoir qu'on a cette autorisation-là. Puis, généralement, on est en mesure de prendre une décision, puis on a le droit de faire valoir nos valeurs et de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Est-ce que ce serait possible au Canada, au Québec, qu'on puisse avoir un endroit pour donner notre sang qui puisse nous servir à notre opération? Je sais que ça se fait dans certaines occasions où les gens donnent du sang d'avance en prévision d'une chirurgie, mais qui contrôle cet aspect-là? Est-ce qu'un médecin pourrait décider de lancer une clinique de ce genre-là? C'est une sacrée belle affaire. Mais moi, ça me ramène à Mark Twain qui, à la fin de sa vie, disait « I'm an old man, je suis un vieil homme, j'ai eu beaucoup de problèmes dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Des fois, on cherche la solution à un problème qui n'est pas arrivé, puis là, on se bute sur des tonnes de problèmes, puis là, on arrive, puis on se crée des faux problèmes. Là, parce que la chance, le risque d'avoir besoin d'avoir une transfusion sanguine dans ta vie n'est pas si élevé que ça. C'est suite à une chirurgie, suite à un traumatisme important, un accident de moto, peu importe, là, où tu perds beaucoup de sang. Mais les statistiques ne sont pas en faveur. Il n'y a pas grand monde qui a besoin d'une transfusion sanguine dans sa vie. Maintenant, si ça t'inquiète, je pense que c'est intéressant de poser la question et d'aller chercher. Allons-y avec un cas concret. On en a parlé déjà à l'émission ici. Moi, j'étais dû pour une chirurgie mineure, depuis 3 ans. Donc, avant 2020. Et c'était dans 6 mois que ça se passerait. Pas de problème. Moi, c'est quelque chose que le médecin dit, écoute, on pourrait le faire, là, mais tu étais aussi bien de le faire tout de suite, tu vas t'en débarrasser, mais c'est pas grave si tu le fais pas. Hein? C'est ce genre de chirurgie. Alors, moi, j'ai pas de problème. Électif. Va voir le médecin, il dit, oui, d'ici 6 mois, on t'appelle. Ça, c'est il y a 3 ans. Jusqu'à il y a 2 semaines. Où là, j'ai l'appel, parce que là, on sait qu'il y a 30 parce que j'ai vu les statistiques, il y a 30 des cas non urgents qui sont réservés pour les salles d'opération. Donc, tout ce qui traîne depuis plus qu'1 an, qu'ils disent, donc ils ont 1 an pas mal large, mais on est rendu à 3 ans de délai. Bon, mon numéro est sorti. Et là, il me téléphone, tout feu, tout flamme. Écoutez, on va vous opérer la semaine prochaine. Parfait, voici les conditions. Et là, ils se mettent à défiler ça. Et la condition, c'est vous signez un document qui nous permet de faire une transfusion sanguine au besoin. Alors là, c'est là que j'ai vu l'impact de dire, écoute, je suis en train de signer mon arrêt de mort, moi, là, parce que c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'une transfusion, mais si jamais ça arrive sur la table d'opération, même si ce n'est pas une chirurgie majeure, ils ont tous les droits pour le faire. Et ils ne se borderont pas de savoir si c'est injecté ou non, parce que pour eux autres, ça n'existe pas, les non-injectés. Et la deuxième question qui tue, c'était, est-ce que vous êtes porteur du COVID? Ou je ne sais même pas comment est-ce qu'ils ont posé la question. J'ai dit non, je n'ai pas d'antécédent. Bien, on va faire un test de toute façon. J'ai dit non, vous ne ferez pas de test. Il n'y a personne qui va me faire un test pour le malade imaginaire. Ça n'existe pas pour moi. Alors, si vous voulez jouer à vos folies, c'est votre privilège. Moi, je veux être opéré sans test. Et j'aurais voulu dire non à un risque de transfusion de sang qui n'est pas le mien, en fait, là, carrément. Et tout ça, c'était un refus. Et j'ai porté plainte au service de plainte officiel, qui est le bras droit puis le bras gauche
Alors, le bras droit me rappelle pour me dire la même chose, puis dire, écoutez, c'est la santé publique, on ne peut pas rien faire parce que vous refusez l'opération. Je ne refuse pas l'opération. Je refuse 2 choses. Que vous m'injectiez du sang contaminé et que je passe des tests inutiles. Bien, vous refusez l'opération, c'est comme ça. Alors, les droits qu'on avait de dire non, ils sont complètement passés sur l'autobus depuis 2 ans. Ah oui, c'est la santé publique là, qui impose actuellement ces droits puis qui piétine les droits de tout le monde. Là. Comme si on avait affaire à une maladie extraordinairement dangereuse. L'extinction de la race humaine. La race humaine ne survivra pas à ça. C'est la folie furieuse. Moi, je pense qu'il faut ramener au cœur de toute intervention le droit de choisir ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas, puis d'être capable de se définir. Puis c'est pas une condition pour être hospitalisé puis opéré. Là. C'est comme, écoute-moi bien, là, tu m'enlèveras pas ce que tu veux, puis tu feras pas ce que tu veux sur mon corps. Là. Je te donne pas l'autorisation de m'enlever là, tu m'ouvres, puis là, tu découvres telle chose qui n'était pas prévue, puis là, tu te mets à enlever ça. Non, écoute, tu me réveilles, puis on en discute. Les avantages, les inconvénients, la nécessité, etc. Là, mais on a tellement tapé sur ce mensonge-là, médiatiquement, que les gens sont arrivés à le croire. Ben oui. Hey, moi, j'avais juste une discussion hier avec quelqu'un qui me disait je suis triplement injecté parce que je veux me protéger puis je veux protéger les autres. Il disait non, 2 minutes. Puis il dit toi, tu veux pas embarquer dedans, je te respecte puis tout ça. Mais je disais non. Si pour toi, le vaccin t'emmène une protection, ben super, je suis content. Tu as pris peut-être une décision selon ce que tu avais comme information, puis correct. Mais tu n'as pas à avoir peur de moi parce qu'un vaccin, à la base, c'est supposé te protéger toi. Si tu as le vaccin, tu es supposé te protéger contre les gars comme moi qui n'ont pas le vaccin. Fait que tu ne devrais pas mettre une responsabilité sur mes épaules à moi. Si moi, je décide de ne pas me faire injecter, c'est ma décision. Si je veux être plus vulnérable, puis tu penses que je suis plus vulnérable par rapport à ça, c'est ton opinion. Mais je ne suis pas une menace pour toi parce que tu es censé, entre guillemets, être protégé contre une éventuelle... mais on a tellement rentré fort dans la tête des gens. Le vaccin ou l'injection va te protéger toi, mais en même temps, tu protèges les autres. Fait que dans ce discours-là, les gens sont arrivés et ils ont cru. Là. Oui, tout à fait. Ben, encore une fois, c'est une histoire de croyance. Tu sais. C'est comme j'ai rencontré Isabelle Haché, moi, là tu sais. Où elle faisait un article, puis elle voulait avoir mon point de vue. Puis à un moment donné, elle m'a fait dire des amitiés vieilles une journaliste de la presse, tu sais, qui est-ce qu'on est séparés à jamais, là, tu sais, et puis elle m'a fait dire des amitiés vieilles de 40 ans se sont brisées à jamais. J'ai jamais dit ça. Se sont brisées à jamais? Non, pas du tout. Tant que tu es vivant, il y a une possibilité de récupération, absolument. De restauration, de réconciliation. Oui. Mais il faut que les deux le souhaitent. Et moi, je peux lancer l'invitation à l'autre, et je suis prêt à ça, et je suis prêt à m'excuser si j'ai eu des paroles qui ont été difficiles pour l'autre, que sans le vouloir, sans le savoir, j'ai abîmé l'autre ou j'ai abîmé la relation. Tu sais, j'ai été malhabile dans mes mots. Bien, ça peut m'arriver, ça va m'arriver, parce qu'on a eu des émotions très fortes pendant tout cet épisode-là. Alors, très certainement, j'ai eu un langage, des fois, qui était abusif, qui était excessif, puis je peux le reconnaître puis m'en excuser. T'sais. Je m'excuse d'être humain. Alors... Oui, mais quand le motif, c'est poussé par l'amour, parce qu'on est convaincu d'une chose, on veut le bien de l'autre, je comprends qu'il y a une façon de divulguer le message. Non, mais on peut vouloir danser, ça ne veut pas dire qu'on ne pilera pas ses pieds de l'autre. Ah oui. Puis le drame, c'est si tu as un ongle incarné. Alors, tant que tu n'as pas d'ongle incarné, c'est pas trop grave. Tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est si l'autre est blessé, est abîmé d'une façon ou d'une autre, n'importe quoi va lui faire plus mal. Hein? Tu vas rentrer dans son trou. Tu sais, gratte pas dans le trou. Là, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui ont des vulnérabilités, des fragilités. Alors, il faut respecter ça aussi là, dans nos paroles, dans notre façon d'aborder un individu comme tel. Tu sais. Mais peut-être qu'après 2 ans, un des bons côtés aussi, c'est qu'on a appris peut-être à faire plus attention, à être plus délicat par rapport à ces situations-là. Au début, les premières années, on était tellement en train d'essayer de convaincre les gens de ne pas embarquer. Moi, depuis que les gens me disent « écoute, je suis double injecté », bon, c'est parfait, bonne chance. Tu sais, j'ai plus besoin d'argumenter sur les raisons de ne pas le faire, une fois que tu me dis que c'est fait. Et là, après ça, on entend des témoignages d'effets secondaires, puis dans ma famille, j'ai perdu 2 personnes. Tu disais récemment qu'il y a des gens qui voient des gens décédés dans leur entourage à tous les jours. Oui.
étourdissant là, quand on voit ça. Quand on voit les athlètes mourir à tour de bras. Le comble, c'est cette semaine, Nadal qui s'est effondré avec des problèmes pulmonaires. Et il décrivait exactement les effets secondaires du vaccin, alors que quelques mois avant, sinon semaines, il riait de Novax. Djokovic. Novax, il faut le faire. Il s'appelle Novax. Non, moi, je l'appelle Novax Djokovic. C'est encore meilleur, celle-là, de Martinet. C'est évident que d'avoir ri de lui, alors qu'il va peut-être redevenir champion du monde par défaut, parce que l'autre s'est effondré. Je suis persuadé que Nadal, il la trouve moins drôle maintenant, mais pauvre lui, qui était dans le narratif, pensant que c'était des vrais scientifiques qui l'avaient convaincu de prendre ce poison-là. Alors, on est passé cette étape-là où on était plus agressif, je dirais. En tout cas, moi, aujourd'hui, je n'essaye pas de convaincre les gens. Premièrement, s'ils me disent, écoute, j'ai un cas de conscience, telle situation, je suis en relation d'aide et non plus en relation de je vais te convaincre de ne pas y toucher. Et quand ton propre entourage dit, on l'a fait, là, tu te dis, écoute, j'ai pas d'écoute, là. Il faut que j'arrête de parler. On parle à la radio, puis on parle à la télévision pour essayer de rejoindre le maximum de gens, mais des fois, on a plus d'écoute à Trois-Rivières ou à Paris que dans notre propre maison. Et ça, c'est un peu la réalité dans laquelle on vit. On peut aller entendre le témoignage de Lynn ou Lee, je ne sais pas. Madame Lee. Lee. Alors, bonjour, Madame Lee. Je vais peut-être, juste avant de peut-être, si Madame Lee... bonjour, Madame Lee. On va terminer avec Madame Lee parce qu'après ça, le segment va être terminé et on va passer au troisième. Parfait. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle pour simplement un témoignage. Oui. Moi, je suis une maman de 31 ans de 2 jeunes enfants. J'ai été enceinte en 2020 et en 2021. Donc, mes bébés ont fait très peu d'espace entre les deux. Et chaque personne a vécu ça bien à sa façon, là, tout ce qui s'est passé à l'intérieur de ces 2 dernières années. Moi, ça a été avec mes bébés, mes grossesses, le système hospitalier où il m'a remis beaucoup en question sur tout ce qui se passait à l'intérieur de ça. Mon fils, à 14 mois, il a fait une otite. On était à l'hôpital à l'urgence. Ils l'ont diagnostiqué. À la fin du diagnostic, la médecin nous dit qu'elle doit lui effectuer un test PCR. Fait que moi, dans mes convictions, à l'intérieur du plus profond de moi, mais je ne veux pas ça. Hein. Mm-hmm. Et surtout le PCR. Oui, c'est ça. La médecin commence à dire que voyons, ça va pas jusque dans le cerveau. On ne fait aucunement allusion à ça. T'sais. On est déjà étiquetés comme des complotistes. Et moi, je suis enceinte de 7 mois, mon fils a 14 mois. On a passé 10 heures à l'hôpital, moi, la fatigue, puis mon bébé qui souffre d'un otite, ça vient de nous diagnostiquer, mais elle veut y passer ça quand même. Mm-hmm. Mais je pleure. Puis mon mari, moi, vient de Nicaragua. Mm-hmm. Et lui, il est comme moi, c'est pas qu'on n'y croit pas, bref. Il a immigré dans un pays libre, puis là, il se retrouve dans un pays pire que celui qu'il a quitté, c'est ça? C'est ça, plus pire même que de où ce qui vient. Exactement. Ça, c'est une autre réalité. Oui. Une autre réalité des gens qui sont issus d'immigration nous témoignent quand on est dans les manifestations, tout ça, c'est de dire, écoutez, réveillez-vous, ils sont en train de faire pire que ce qu'on a connu, qu'on a quitté. Nous, on le voit, là, mais la majorité ne le voit pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à cet aspect-là. Donc, merci de votre témoignage par rapport à une réalité que beaucoup vivent. Merci, Lee, par rapport à votre situation personnelle, un jeune bébé, des jeunes enfants, dans une situation, disons, pré-2020. C'est problématique. On se retrouve à l'urgence. Hein? Les bébés, une journée, c'est je ne sais pas combien de fièvre, là, mais on mourrait si on était adulte, puis le lendemain, ils sont heureux, puis ils sourient, puis c'est joyeux. Donc, quand on vit ça les premières fois, l'angoisse, le fait d'aller à l'hôpital et tout le reste, et là, on nous rajoute cette folie, cette mascarade COVID. C'est pas facile pour des jeunes familles. C'est très difficile comme parent aussi de s'opposer au pouvoir médical. Tu sais, c'est pas une relation symétrique, exact. C'est une relation asymétrique face à un patient et un docteur. Oui. Moi, je dis qu'il devrait y avoir un double mouvement. Le patient devrait devenir plus affirmé, puis le docteur moins affirmé. Oui.
Puis là, se rencontrer plus d'humain à humain, puis se respecter un peu plus dans ses croyances, dans ses idées aussi. Ils n'enseignent pas ça à l'université en médecine. Non, ils n'enseignent pas ça à l'université. C'est toi qui as raison, puis l'autre, il doit te suivre. Ouais. L'autorité. Idéalement, là, les patients compliants, c'est des bons patients. Les patients qui te posent des questions, là, c'est des patients que les docteurs n'aiment pas traditionnellement. Surtout depuis l'Internet. Une de mes patientes, c'était assise, c'était la première fois qu'elle venait dans mon bureau. Elle me dit, moi, là, elle dit, je viens vous voir, là, mais elle dit, moi, vous dire bien honnêtement, j'aime pas les docteurs. J'ai dit, asseyez-vous, on est en bonne compagnie. Moi non plus, je les aime pas. C'est pas vrai que j'aime pas les docteurs, mais j'aime pas l'autoritarisme parfois. Ouais. Et c'est ce qu'elle voulait dire aussi. Alors, mais l'expertise, j'aime ça. Mais puis je m'attends à ça. Je m'attends de la compétence, je m'attends de la compassion aussi. Je m'attends du respect de la part d'une personne avec qui je discute d'une situation qui est la mienne ou celle de mon enfant. Je me rappelle d'un épisode, j'avais un de mes garçons qui était hospitalisé. Il n'a jamais fait d'hypoglycémie de sa vie. Il avait des problèmes de respiration, des problèmes d'asthme à ce moment-là. Et puis, le médecin, avant de le laisser partir, il part, il se lève, puis il était un peu étourdi. Il n'avait pas mangé depuis, donnez-y quelque chose à manger. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait une prise de sang, puis son sucre était plus bas que normal. Son sucre a baissé, tu comprends-tu? Fait que là, ils lui ont mis un soluté au lieu d'y donner quelque chose par la bouche. Là, il pouvait digérer très bien. Là. Puis moi, j'étais là. Puis je regardais ça, puis ils ont refait une autre prise de sang à un moment donné pour vérifier si son sucre était bien remonté. Mais je me dis, le gros bon sens, si, Monac, donnez-y à manger, puis il n'a jamais eu d'hypoglycémie, il ne fait pas de diabète, il ne prend pas de médicaments pour baisser son sucre. Pourquoi on fait 3 prises de sang? Mais ça me parle, mais ça avec quoi j'ai eu de la misère à vivre, c'est avec moi-même de ne pas avoir mis le pied à terre, tu comprends? Puis j'étais docteur, puis... J'étais un jeune docteur à l'époque. Oui, mais même là, ça joue parce que les gens maintenant, dans des situations professionnelles, même d'ego, il y a aussi une problématique de relation de qui est ciblé. Moi, je prends à témoignage les médecins qui sont venus témoigner au tout début. Ou, par exemple, Dr Lacroix, qui a plusieurs cliniques, qui étaient sortis médiatiquement. De Québec, oui. Ça n'a pas été long on l'a oublié. Hein? Il s'est fait oublier parce que... Des plaintes en déontologie. Il y a à faire face au collège. Ben, en fait, ça a commencé cette semaine. Là. Il y a eu son premier procès, puis il retourne en procès prochainement. Pas réglé encore. Non, c'est pas encore réglé, cette affaire. Non, il n'y a rien de réglé. De toute façon, on est en guerre, et tant que la guerre ne sera pas réglée, c'est un peu comme je faisais le parallèle déjà en Ukraine, c'est que de dire que je suis un contracteur en Ukraine de ce temps-ci, c'est pas une bonne idée. Hein? T'es peut-être mieux de... Mais tu sais qu'ils vont avoir de la job. Mais il va y avoir beaucoup de travail Beaucoup de travail. Donc, moi, je suis beaucoup dans cette optique-là de dire, ben quand la guerre sera finie, puis là, tout le monde, quand est-ce qu'elle finit? Ben, si c'était moi qui contrôlais, ça serait réglé, là, mais on va devoir traverser encore des années de guerre. C'est pas des mois. Le plan, c'est 10 ans. On a 2 ans de fait. C'est dramatique, les 2 ans, mais les 8 prochaines s'en viennent, sont difficiles. Il faut développer notre armure pour résister. Il ne faut pas se laisser aller, d'où les thèmes comme l'espérance et tout le reste, parce que on va se faire avoir et ils veulent nous avoir, ils veulent nous déprimer à travers tout ça. Là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Absolument, il faut développer de la résilience. Il faut devenir résistant. Souvent, on protège nos enfants, on les surprotège au lieu de les aider à devenir des résistants, des résilients. Des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes, trouver des liens, trouver des appuis, trouver un réseau. Exact. Parce qu'on est bien quand on sent... Si tu as un ami dans la classe, tu es sauvé. Ouais. Si tout le monde est contre toi, ça ne va pas bien. Alors, il y en a qui se découvrent cette capacité-là. Moi, j'ai vu un étudiant à Calgary l'été passé. Il avait 12 ans, 13 ans. Il dit, je suis le seul de mon école qui refuse systématiquement de porter la muselière. Ouais. Il dit là, on est rendu une dizaine dans l'école. Il est en train de faire tâche d'huile. Mais lui, il s'est bâti à travers cette résistance unique-là. Et là, tu dis, OK, il y a de la graine de leader là, qui est à travers ça, malgré son jeune âge. Et son discours, c'était juste de dire, je témoigne de ça. Et c'est tout. Il ne cherchait pas à développer un discours, convaincre des gens et tout le reste. Et je trouvais que c'était très fort. C'était une puissance d'humilité. Et ça, on redécouvre ça dans la situation de guerre qu'on vit. Ce qui était impensable il y a plusieurs années. On parlait du jeu vidéo, puis comment il était lâche et tout le reste. Là. Non, un instant. Là. Il y a des gens qui se révèlent à travers ça. Et il y a des gens qui embarquent. La journée qu'on a enlevé la muselière à l'école, ça fait 1 semaine et demie là, maintenant, ben, la première journée, il y a des gens qui disaient, il y a juste mon fils qui l'a enlevé dans toute l'école.
Et là, en après-midi, tu as rendu 4 sur 360. Tu dis, OK, on s'en va dans la bonne direction. C'est ça. Mais comment se fait-il que ça ne réagisse pas plus vite? Ça, moi, ça me fascine. Mais ça fait partie des révélations positives ou négatives, dépendant de comment on le voit par rapport à ce qu'on vit. C'est qu'on est des êtres d'habitude. Hein? À un moment donné, on s'accroche à une habitude. Puis là, on ne questionne plus ça. Puis, mais il s'agit qu'il y ait une personne. Tu sais, hier, j'étais au musée, j'ai vu Monet, absolument magnifique. Hein? Très bon. Et puis, j'étais le seul qui avait mon masque en dessous de ma barbe. Là. Je l'ai apporté là, pour passer. Là. Après ça, un coup sur place. Il n'y a personne qui m'a fait des gros yeux que j'ai vus. Mais évidemment, j'avais un sourire sur les lèvres. J'étais devant ces lieux absolument magnifiques avec une musique. J'ai versé quelques larmes. J'étais ému aux larmes. Pour moi, la beauté, l'accès à la beauté, le miracle de la vie aussi, tu sais. Alors, il faut aussi devenir résistant parce que, donc, s'exposer à du beau, puis du bon, puis du fin, puis du gentil, puis du généreux, puis de l'honnête, puis de l'intègre, tu comprends? De voir qu'il y a du monde fin sur cette planète aussi. Il y a du monde éveillé, allumé, qui vont nous aider à préserver l'espoir. Puis l'espoir, essentiellement, l'espérance, c'est d'avoir une vie intérieure, une vie spirituelle, de sentir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous autres, puis qu'on a un rôle à jouer maintenant, de préserver ce droit-là de choisir. On peut conclure ce segment-là en parlant de résistance. Donc, la résilience, c'est la résistance dans le temps. Ouais. Hein? Quand on résiste longtemps, puis c'est ça qui est difficile, c'est un marathon qu'on vit. Ouais. Les gens qui disaient c'est pour 2 semaines, après ça, c'était 2 mois, c'est pas pire. 6 mois, ça commence à être intolérant. Là, ça fait 2 ans. Les gens sont déprimés. Mettez ça à 10 ans. Si vous mettez tout de suite 10 ans, vous allez voir que c'est un marathon, vous êtes mieux de prendre votre temps, pas trop courir vite dès le départ. Alors, la résilience, je pense que c'est un bon terme, c'est vraiment la résistance dans le temps. On termine le segment, peut-être rappeler le numéro de téléphone pour la suite des choses, mais Robert, tu restes avec nous. Il faut faire attention à une chose, c'est ne pas trop anticiper. Vivre une belle journée. Pour préparer l'avenir, il faut revenir au présent, s'occuper de ses amis, s'occuper de soi, de ne pas s'oublier dans l'équation. Exact. On revient après la pause. Alors, on est de retour à l'émission qui est très, très captivante avec Dr Béliveau. C'est toujours très intéressant. C'est difficile, par exemple, de se contenter de parler d'un sujet, c'est-à-dire qu'on emmène large. Et j'espère que les gens apprécient le côté humain qu'on va chercher à travers ça. Parce que faire de la médecine, c'est pas juste une question biologie. Il y a tout un ensemble. Une longue carrière en médecine, on peut en témoigner. Mais ça nous amène à un sujet qui est aussi brûlant parce que tout ce qu'on parle par rapport aux problématiques, tout ce qu'on parle au niveau de nos droits, la justice, il y a toute une complexité aussi qui a été révélée à travers cette crise-là. Moi, j'ai de la misère à ne pas être heureux en me réveillant le matin en me disant on est vraiment en guerre dans un monde où la politique a repris ses lettres de gloire. Parce que là, dans le passé, quand on était 2-3 personnes sur 100 à parler de politique de façon un peu plus loin que juste la couleur des cheveux de Justin Trudeau, c'était assez normal. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de parler de politique. C'est extrêmement exigeant. Hein? On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain. Déjà, quand on est dedans longtemps, on s'aperçoit de la complexité, de la lourdeur. C'est une grosse affaire. Ça impacte nos vies. Et tant qu'on n'est pas impacté, on pense que ce n'est pas nécessaire. On va voter de façon un petit peu détachée, mais les cas qu'on vit lorsqu'on est en politique partisane, donc être au gouvernement, c'est d'avoir des drames de vie personnels et humains de gens qui ont été impactés. Mais ce qui est malheureux dans tout ça, Richard, c'est juste parce que tu as dit un terme qui m'a comme attiré mon attention. Là, tu parles de lettre de gloire. Présentement, oui, au côté sur le fait d'en parler davantage de politique qu'avant, mais présentement, il n'y a pas de lettre de gloire dans la politique actuellement parce qu'on n'en parle pas de façon positive, parce qu'on a été marqué par
le fascisme qu'on a instauré à travers cette pseudo-crise-là. Fait que, on en parle, oui, davantage, parce que là, maintenant, tout le monde se nomme ou est devenu soudainement politicien. Il y a des groupes de politiques, puis il y a des partis politiques qui émergent de partout. Mais la perception des gens par rapport à la politique, il n'y a rien de glorieux, là. C'est vraiment comme... c'est parce qu'en fait, tu le prends au sens large. Ce qui est glorieux, c'est pas le fait que la politique est glorieuse, c'est plutôt le fait que d'être dans la politique depuis si longtemps et de se faire voir comme étant, c'est le fun de ta spécialité, là, mais ça ne nous touche pas vraiment. Moi, ce que je dis, c'est que la politique commence quand on s'ouvre les yeux et on n'est pas seul. C'est là que ça commence, la politique. Hein? C'est le bien vivre ensemble. Hein? Voilà. C'est les règles qui... C'est en interaction avec les autres. Ah, clairement. Mais là, l'interaction a été usurpée, hein? Même dans nos droits fondamentaux. Tout ce qu'on a appris jusqu'à 2020 est passé sous l'autobus. Là. Ouais. Quand on dit le fameux droit de refuser un traitement médical, écoute, il te faisait signer à peu près 22 paragraphes pour dire, t'es sûr que tu reconnais que nous, on a le droit d'intervenir, là. Hein, c'est à ce point-là, je n'exagère pas. Bien, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est quand tu fais valoir tes droits, tu te fais dire, t'es-tu un clown? En l'espace de 2 ans, on a tout perdu ça. Ça, c'est inquiétant et ça nous appelle à prendre position au niveau politique. Et là, on arrive avec des modèles de solutions où l'être humain a cette fâcheuse habitude de vouloir une baguette magique pour des problèmes fondamentaux et complexes. Un sauveur, une baguette. Et la baguette magique est souvent, un tel est meilleur qu'un tel, hein, au niveau politique. Et c'est là que je ne me fais pas d'amis lorsque je parle de ces aspects-là. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Et quand je parle de du aime ou du aime pas, je pense que je résume assez bien l'ère du temps parce qu'on a les élections au niveau fédéral, mais on vient de s'apercevoir hier qu'on en a jusqu'en 2024-25. Donc, on va s'occuper de la provinciale. Et celle-là, elle s'en vient le 3 octobre prochain. Et là, tout à coup, on a un nouveau joueur dans l'arène qui s'est démarqué. Et pourquoi il s'est démarqué? Parce qu'il a été le seul à prendre un peu position. Ouais. Et là, on tombe dans les technicalités de la partisanerie. C'est que si on est très franc et qu'on dit la vérité surtout et qu'on arrive avec une attitude très directe, qu'est-ce qui arrive? On est éjecté du milieu de l'espace public. Donc, Dr Béliveau nous annonce nous renseigne sur le fait qu'il faudrait être dans le respect, dans l'ouverture, etc. Mais l'être humain, en général, a été conditionné à fermer la porte très rapidement. Alors, quelqu'un qui dit, écoute, moi, je vais voter pour Éric Duhaime, puis on va débarquer François Legault, là, il rêve éveillé. Hein? Ça, c'est le dramatique. De refuser la vérité ou la réalité, c'est aussi de se faire accroire des choses qui vont nous amener dans une situation qui va être dramatique éventuellement, c'est-à-dire, comment se fait qu'on a encore élu la CAQ majoritaire? Pourtant, on a voté Éric Duhaime. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on peut tomber dans ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est qu'on se serve un peu d'outils d'analyse politique partisane, parce qu'en bout de ligne, on va en arriver avec la capacité d'agir sur le système de santé. Parce que les gens ont tous des solutions. Là. Tout le monde est gérant d'estrade. Je ne sais pas si c'est une maladie qu'on apprend à écouter le Canadien de Montréal. Tout le monde veut diriger le Canadien. Moi, quand je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas au repêchage, là. Vous n'êtes pas dans la formation, vous n'êtes pas les millionnaires qui financent ces millionnaires-là. Arrêtez de vous prendre pour celui qui dirige. Je comprends que c'est un passe-temps, mais quand on parle de la politique, moi, en santé, je ferais ça. Moi, en éducation, je ferais ça. Prends ton gaz égal, il y a toute une réalité. Et parler des technicalités, ça montre la complexité de ce qui est à faire. Et j'ai 2-3 exemples rapidement qui peuvent nous mettre en situation par rapport à ce qu'on vit. Par rapport à Éric Duhaime, qui est, moi je le connais depuis très longtemps, Éric, et lorsqu'il a formé son parti, ou lorsqu'il a voulu se présenter à la tête du Parti conservateur, comme je disais tout à l'heure, j'ai été parmi les 3 qui ont cofondé ce parti-là en 2012. 2012. Parce qu'en 2012, on disait, écoute, ça nous prend un parti conservateur. Je dis, oui, je suis d'accord. Depuis 1959 qu'il n'y en a pas de parti conservateur, depuis que Maurice Duplessis est décédé. Au Québec. Ouais. Après, c'est le bulldozer libéral qui est passé. Et libéral au sens large. Ça veut dire que tous les partis que vous avez devant vous sont au mieux libéraux, au pire communistes, comme Québec solidaire. Et là, on tombe dans... et Trudeau est rendu communiste lui-même. Donc, on voit qu'on est rendu très loin en termes de s'éloigner d'une réalité qui est la mienne, d'être conservateur, c'est de conserver ce qui est bien.
Hein? On a fait table rase de tout ce qui était bien de la médecine. Tout à coup, au nom d'on ne sait pas trop quoi, un narratif officiel, c'est dramatique. Il y a sûrement du bien dans le changement, mais habituellement, il y a beaucoup de bon dans le passé. Ouais, au nom de médecins qui se sont fait acheter aussi. Puis... Et si on n'apprend pas de nos erreurs, qu'est-ce qu'on fait? On est condamné à répéter les mêmes choses. Et c'est ce qui se passe un peu dans la situation actuelle, c'est qu'Éric Duhem, qui est un libertarien, alors pour que les gens comprennent rapidement, libertarien, c'est libertaire de droite. Ça veut dire que au niveau de l'économie, c'est vraiment le conservatisme, hein, l'État le moins possible, le plus d'autonomie pour les gens pour décider. Exemple, le bon d'études, par exemple. L'ADQ avait sorti ça il y a plusieurs années. Éric Duhem était organisateur pour l'ADQ. Et dans cette époque-là, c'est sûr qu'il y avait les bons d'études qui étaient l'argent suit l'étudiant et non pas l'argent suit le ministère pour arriver avec des millions qui sont gaspillés ou quoi que ce soit. Alors, cet aspect-là d'aménager des changements qui sont pour le bien. Quand on parle de ça à monsieur, madame, tout le monde qui finissent par vouloir parler de politique, ils tombent des nues en disant « Mais c'est donc bien extraordinaire comme solution. » Mais vous étiez où quand l'ADQ nous a parlé en 2004 ou je ne sais pas quoi? Ça rentrait par une oreille, sortait par l'autre. On regardait s'il était bien peigné ou à peu près. Là, aujourd'hui, on est rattrapé par tout ça. Au niveau de la santé, c'est la même chose. Moi, on m'a refusé une opération. Donc, j'ai payé des impôts toute ma vie, j'en paye encore, et je n'ai pas le droit à mon service, et je n'ai même pas de recours de plainte. Dans le privé, ce serait différent. J'aurais changé de clinique et je serais allé donner mon argent ailleurs. Aujourd'hui, même les entreprises privées, les commerces, nous envoient paître. Tu dis, je vais aller donner mon argent ailleurs. Dis, bonne chance. Sors de mon magasin ou à peu près. On a renversé cet aspect-là. Alors, pour Éric Duhem, qui arrive comme un sauveur, attention, c'est que là, vous avez quelqu'un qui s'est tenu debout par rapport à des petits morceaux. Hein? Il a fait une manifestation sur le port du masque pour les enfants. Il est arrivé avec un clientélisme très précis et tout le monde a extrapolé en disant il est contre le port du masque. Et non, pas du tout, c'est juste pour les enfants. Donc, est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est assez? La réponse est non. D'autre part, les injections, est-ce que c'est bien? La réponse c'est non. Scientifiquement, ne serait-ce que par prudence, on ne peut pas accepter ça. Pourtant, il est double injecté. Donc, avec qui vous êtes en train de faire affaire? Et après ça, regardons l'espèce de vague. Hein, c'est à la mode. La santé publique a annoncé aujourd'hui qu'on est en 6e vague de pandémie. Je ne sais pas si vous avez eu le mémo, là, mais... On donne déjà la 4e injection. Ceux qui pensaient enlever leur masque bientôt, oubliez ça, là, ils vont vous ramener assez vite le nez dans le caca parce que c'est ce qu'ils veulent. Alors, on est le seul État en Amérique du Nord qui a encore la muselière. Je pense pas que ça va arriver bientôt qu'on va l'enlever. Et ce ne sera pas de la faute de Legault parce que lui, il faut qu'il se fasse élire à l'automne. Donc, ça va être sûrement à cause de la santé publique. Et là, c'est la science, donc c'est pas nous. Donc, on est obligé de suivre le modèle. Si on revient avec Éric Duhem, on voit bien que comme chef, quand on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », déjà, il y a un problème. Alors, d'autre part, au niveau libertarien, c'est que tout ce qui est social, pour eux, c'est le laisser-aller. C'est le libéralisme total. Hein, on dit libertaire, c'est-à-dire, écoutez, vous voulez l'avortement, l'avortement. Vous ne le voulez pas, vous ne le voulez pas. Ils sont très libres pour tout. Oui, mais ça prend une direction aussi comme gouvernement ou comme parti politique. Et si un parti libertarien est au pouvoir, ça va être encore pire qu'un parti libéral au niveau social. Et tous ceux qui sont derrière des Éric Duhem ou des Maxime Bernier, qui sont des libertariens, vont être souvent des gens issus de la religion traditionnelle, hein, de toutes les religions possibles. Donc, ils vont vouloir la famille, donc un certain décorum au niveau social, alors que c'est l'inverse qu'ils prônent. Eux autres, ils prônent la liberté totale de ce niveau-là. Et pourtant, ce n'est pas ce qui nous est présenté. On nous présente des petits morceaux d'informations. Et avec ça, on regarde les sondages, qui est un peu l'arme des politiciens. Et ce qu'on voit depuis hier, c'est 2 sondages qui sont sortis. Je me suis amusé à les décortiquer un petit peu parce que les gens font 2 choses avec les sondages. Premièrement, ils pensent que c'est l'Évangile. Donc, ils lisent un sondage en disant, ça y est, ce que ça dit, le sondage, c'est une photo le 17 mars passé pour la journée du 3 octobre prochain. Imaginez, là. Si vous faites un pique-nique le 3 octobre prochain, ils vous annoncent qu'il va faire beau. Et il y a 70% des gens qui pensent qu'il va faire beau, puis 30% qui ne sont pas sûrs.
Écoute, c'est juste un indicatif, là, parce qu'habituellement, le 10 octobre, selon les informations qu'on a ramassées, on est capable de dire c'est pas une mauvaise journée pour faire un pique-nique. Donc, dans le contexte où on arrive avec les sondages, ils sont les suivants. Il y en a un que c'est Synopsis, que les gens connaissent plus ou moins, mais qui est quand même une firme de sondage professionnelle, arrive avec la CAQ à 44 % et le Parti conservateur à 16 %. OK? Donc, on arrive avec un bond énorme pour le Parti conservateur et on est corroboré par un autre sondage qui vient nous dire 36 % pour la CAQ et 24 % pour le Parti conservateur. Et là, les gens disent, ben voyons, c'est-tu 24 ou 16 ou c'est-tu 44 ou 36? Oui, mais ce sont des sondages. À qui tu parles? Est-ce que c'est représentatif? C'est quoi le contexte? Quelles sont les questions? Il y a toute une complexité, mais ce sont des sondages scientifiques, donc on ne peut pas les dénigrer, mais on ne peut pas dire c'est ça qui va arriver. Et pourtant, les gens font un ou l'autre. Ils vont dire, ben écoute, tu as vu le sondage, on est mort. Et là, c'est la meilleure façon pour motiver tes troupes en politique. On lance un mauvais sondage qu'on contrôle souvent quand on le finance parce qu'on va arriver avec des questions qui vont... Biaisé. Ben, c'est pas biaisé, en fait. Je te demande quelque chose de 3 façons différentes. Est-ce que le mur est blanc? Est-ce que le mur n'est pas noir? Est-ce que le mur pourrait être gris? Puis selon tes réponses, je vais savoir comment le diffuser parce que je sais qu'est-ce que je vais avoir comme objectif chez les gens pour laisser entendre un message précis. On les manipule. Bien, on manipule ce qu'on contrôle, mais le sondage lui-même est toujours scientifique. Hein, les gens vont dire « Ah, ben léger, là, ça vaut ce que ça vaut. » Non, il y a vraiment une science derrière ça. Il faut, à un moment donné, faire confiance à ces firmes-là. Donc, quand on a un 36 % CAQ et un 44 % CAQ dans 2 sondages différents, ce qu'on a surtout, c'est que le Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime, est vraiment deuxième. Et ça, c'est un drame pour les autres partis politiques, notamment le Parti libéral du Québec, qui vient de passer à la trappe. Si j'étais la chef du Parti libéral, je m'inquiéterais sérieusement, pas des adversaires, de mes amis à l'interne qui doivent être en train d'affiler les couteaux à ce stade-ci. Parce que pour eux autres, là, c'est dramatique. Ce parti-là, traditionnellement, était toujours deuxième quand c'était l'autre faction qui était au pouvoir. Ouais. Et là, on vient de voir que la dualité qu'on a connue, toi et moi, étant plus jeunes, ce qui était Parti québécois, Parti libéral, c'est à peu près ça, le choix. Bien, aujourd'hui, le Parti québécois est parti en vacances, 7 % hein, dans les 2 cas, 7 et 8 % ça, vous êtes sur respirateur artificiel. Donc, c'est terminé le Parti québécois. Ça fait longtemps que j'annonce. Moi, quand Pauline Marois a été élue première ministre, j'ai dit le Parti québécois, c'est terminé. Et là, on voit la chute depuis ce temps-là qui est vertigineuse. Ils ne se remettront jamais de ce qui vient de se passer là. Ils viennent de se faire dépasser dans la courbe par le Parti conservateur. Je ne suis pas un expert en politique, mais quoi qu'on avait dit ça à un moment donné du Bloc québécois, puis avec... moi, je ne l'ai jamais dit. Le nouveau en poste, François... J'oublie son nom. Yves-François Blanchet. Il est revenu, là. Premièrement, ce n'est pas un parti politique. C'est un parti de contestation politique. OK? Il faut le faire. Et de ce fait-là, ils reçoivent le vote de contestation. Un parti qui est de contestation, qui est au nom de la contestation, va toujours avoir une vie, peu importe la situation. Il peut avoir moins de contestation, mais il ne peut pas vraiment disparaître. Alors qu'un parti qui prône un programme comme le Parti québécois, traditionnellement, qui s'est éloigné de son propre programme au cours du temps, hein, je suis certain que les péquistes de notre âge qui étaient au début ne doivent plus se reconnaître dans ce parti-là aujourd'hui. Moi, je vous annonce que le Parti québécois, c'est terminé. Et là, on a une partielle dans Longueuil. Le 11 avril. Avril? Le 11 avril. Bon, je ne me souviens plus des dates. Alors, c'est très bientôt. Et ça va être un bon baromètre, pas tellement pour qui va gagner, mais plutôt, est-ce que le Parti québécois va survivre? C'est un parti traditionnel du Parti québécois, un comté du Parti québécois depuis toujours. Et là, s'ils le perdent, et je pense qu'ils vont le perdre, personnellement. Ça envoie un message clair. Le message est dramatique pour eux autres. Hein? Je pense que là, on comprend que c'est terminé. Mais aussi, qui va le gagner? Parce que si c'est la CAQ, ils vont bomber le torse pour dire, vous voyez bien qu'on n'est pas mort. Au contraire. Parce que les sondages peuvent nous montrer une tangente vers la baisse. Sauf que d'être à 44-36 % dans les sondages, c'est énorme dans notre système. Parce qu'on est dans un système de partis où les vases sont communicants. Et c'est là qu'on perd la population. Donc, moi, les gens qui m'engueulent, puis je vous invite à continuer à le faire parce que c'est comme ça qu'on grandit. Moi, je suis les conseils de notre docteur.
en nous challengeant, en nous défiant par rapport à cette réalité-là, moi, je vous ramène à la chose suivante. La complexité du système de partis, elle est encore plus grande à cause du nombre de comtés. Donc, notre système politique, il n'est pas un vote, comme on fait au référendum, quand on fait un vote, notre vote compte et il est dans le pourcentage immédiat. Et ça, en sciences politiques, on s'aperçoit souvent qu'on va tendre vers 50 %. Chaque fois qu'il y a un référendum qui est un peu serré, il va finir à 49-51. C'est là que ça se passe. Et c'est presque scientifique au sens où on sait qu'on va arriver à ça. Et dans les stratégies, il faut en tenir compte, sinon on va se retrouver avec des problématiques. Ceux qui pensent que ça va être 80-20 rêvent en couleur. Et ça, c'est un vote direct. Ça veut dire que chaque vote est additionné pour une option A ou une option B. Dans un vote politique, premièrement, il y a plusieurs partis politiques. Quand on annule notre vote, on refuse qu'il y ait un don qui soit fait au parti politique. Hein? Si je vote pour le parti de la CAQ, ben, j'envoie une quote-part financière pris à même nos impôts qui s'en va financer le parti politique pour les 4 prochaines années. Quand même des pinottes, là. Et ça brûle des pinottes, mais additionné, c'est des millions. Ouais. Et c'est avec ça qu'ils font vivre une permanence. C'est avec ça qu'ils font des sondages pour survivre, en fait, parce qu'ils doivent savoir où est-ce qu'ils s'en vont. On dit que les gens gouvernent par sondage, mais en fait, un sondage, c'est comme ton GPS. Tu peux connaître le chemin à l'œil, mais tu aimes ça te rassurer que ton GPS, qui va te donner une donnée précise, mais ça se peut qu'elle soit dans l'erreur aussi, puis tu vas corriger le tir, puis ils vont se rajuster. Alors ça, il faut comprendre cette dimension-là. Et le fait qu'il y ait 125 comtés, bien, tu peux imaginer qu'un vote, par exemple, dans le West Island de Montréal, hein, dans l'ouest de l'île de Montréal, ça passe à peu près à 80 % pour le Parti libéral dans ce coin-là. Fait que même, peu importe ce qui arrive, peu importe les chiffres qu'on voit ici, le Parti libéral est dans le trouble, bien, il n'est pas dans le trouble dans l'ouest de Montréal. Ça, c'est sûr et certain. La contrepartie de ça, c'est quand on regarde le nombre de votes total, bien, le Parti libéral vient de se faire bouffer une grosse partie dans ces comtés-là où il est allé chercher 80 % du vote, mais il y en avait besoin de 51 %. Là. Alors, tous les comtés où c'est plus serré, ceux-là sont déterminants. Alors, quand les gens disent « mon vote, puis moi je vote de même, puis je vais changer la CAQ », bien, ils rêvent éveillés. Pourquoi? Parce que ça dépend de quel endroit tu es, ça dépend de quel contexte que tu veux vivre, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on va arracher des comtés, souvent, qui sont considérés perdus, parce qu'on va aller trouver un clientélisme potentiel. Et c'est là-dessus la force d'Éric Duhem. C'est un organisateur politique. Et pendant qu'il vous endort un peu au niveau du programme qui, à mon avis, n'est pas conservateur, un chrétien qui va voter Éric Duhem, ben, je dis, tu votes pour l'avortement. Oui, mais tous les autres partis aussi. D'accord. Alors, tu votes pour l'avortement. Donc, tu finances par ton vote un parti qui va prôner l'avortement. Et Éric Duhem, qui se dit libertarien, devrait au moins enlever le financement de quelque chose qui n'est pas un soin de santé. Ce serait un minimum cohérent. Mais il n'ira jamais là-dedans. Il ne touchera jamais à ça. Et d'ailleurs, quand il a été approché pour être le leader du parti, tout le monde disait, ben, appelle Richard, un conservateur au Québec qui est proéminent, il va t'aider. Il dit, jamais je vais appeler Descaries. Parce qu'il sait que pour moi, ça ne se négocie pas, là. Il faut qu'on aille avec tout le spectre conservateur. Et à partir du moment où on parle du financement d'un non-soin de santé, ben, tu as besoin de te lever de bonne heure si tu veux me convaincre du contraire. Je l'ai même défendu en leadership au point de vue du Parti conservateur du Canada. Et c'est comme ça qu'il faut décortiquer la situation dans laquelle on est. Et là, on vient d'effleurer à peu près le bout de l'orteil de ce qui doit être regardé. Pourtant, c'était un thème important de notre émission. Moi, je pense qu'on va être obligé, parce que l'émission, on vient de traverser notre temps, comme d'habitude. Je pense qu'on va continuer la semaine prochaine en ouvrant avec du aime pas. Je pense que c'est quelque chose qui est assez... Oui, parce que c'est extrêmement important. Parce que, tu vois, autant qu'on a martelé des choses dans cette pseudo-pandémie-là, puis que les gens, beaucoup sont venus à croire un mensonge, je pense que... c'est la même chose au niveau politique. Il y a des gens qui vont voter par devoir pour le moins pire, parce qu'on s'est fait dire un paquet de choses. On en a parlé jeudi passé, Richard. La conversation a été vraiment très bien appréciée des auditeurs. On a un mandat de voter. Tu sais, moi, on m'a toujours dit, si tu ne votes pas, ben, pour ne pas être vulgaire, si tu ne votes pas, ta gueule. Tu peux pas aller sur la place publique puis revendiquer des affaires parce que tu n'as même pas pris le temps d'aller voter. Je
comprends qu'une annulation de vote, comme Richard préconise, tu vas sur place puis tu prends le temps de cocher les items. Mais si tu n'es pas content du parti qui est en place puis tu n'as pas fait ton devoir de citoyen d'aller voter puis d'annuler ton vote, c'est un débat qu'on pourra avoir évidemment la semaine prochaine. Ben, juste un exemple là-dessus. Les votes annulés, la dernière élection en 2018, c'est moins de 1 %. Ça, c'est les votes annulés. C'est comptabilisé même si ça ne fait pas partie des résultats. Parce que moi, je dis souvent, si on était comme en France et on avait le vote blanc, qui est un vote annulé, mais il y a une case blanche où tu dis « je vote pour personne », là, tu aurais vraiment une capacité. Là-bas, ça sort autour de 15-16 %. C'est assez important parce que là, tu dis « je vais aller voter pour personne » et non pas « je refuse d'aller voter ». Et quand on regarde le nombre de voteurs, on a 6,2 millions d'inscrits, donc qui peuvent voter, et on en a eu 4 millions qui ont voté. Donc, on a un taux de 66 % de participation, qui est un record minimum. Ça a presque jamais arrivé dans l'histoire du Québec. Mm-hmm. Donc, les gens commencent à déchanter et à ne plus participer à l'événement. Et ça, c'est avant 2020. Donc, ça va être intéressant dans la prochaine élection de regarder ces statistiques-là. Mais quand on regarde les votes annulés, c'est moins de 1 %. Est-ce que tu penses que les partiels, là, Marie-Victorin, va nous donner une bonne indication par rapport... Pas là-dessus. Mais juste pour terminer, les votes de ceux qui ne sont pas allés voter, c'est 35 %. Donc, les gens qui ont décroché du système en 2018, c'est 35 %. Et ceux qui annulent, ceux qui disent « je vote pour personne » parce que, par exemple, comme moi, je dis « ben tous ces partis-là font quelque chose de grave, ils promeuvent l'avortement. Pour moi, c'est non. » Ben, je fais partie du 1 %. Donc, on voit que ce n'est pas une culture très, très, très répandue. Présente, ouais. Sauf qu'une partielle, c'est différent. On est toujours en train de tester quelque chose. Ouais. Hein, on envoie un message. Quelqu'un peut être péquiste contre vents et marées et dire « je vais voter pour Éric Duhaime dans cette partielle-là parce qu'en octobre, je voterai péquiste encore. » Il y a une porte de sortie. C'est l'élection du gouvernement, en fait. Là. Il y a une porte de sortie. Mais c'est intéressant de montrer les deux et ça va nous permettre de revenir là-dessus et d'en parler dans les prochains mois parce qu'il reste 6 mois avant l'élection. Et on va pouvoir apprendre, et moi, c'est ce que j'invite les gens, c'est soyez ouverts à apprendre sur la mécanique partisane. Je comprends. Parce que ceux qui vous contrôlent, c'est les mondialistes, c'est les financiers mondiaux qui veulent contrôler les partis politiques. Alors, vous n'étiez pas en démocratie jusqu'en 2019. Désolé de vous réveiller. C'était un semblant. Là, il n'y en a plus du tout depuis 2020. Là, moi, je vais inviter les auditeurs la semaine prochaine à vraiment téléphoner, parce que si on commence avec Duhaime pas, pour challenger, pour défier Richard, ça va être le temps. Là, parce que souvent, on vous lit, puis vous avez des fois des commentaires qui sont très, très justes, puis très justifiés. C'est pas facile de venir le dire aussi. Non, c'est ça. Moi, je comprends, mais... On analyse le chat, on va pouvoir ouvrir avec le chat encore la semaine prochaine, et sûrement qu'il y aura quelque chose pour nous alimenter. Il y en a qui ont du guts. Fait que moi, je défie les gens qui ont du guts de t'appeler puis de te défier en ondes. Parfait, ça. Moi, je pense que c'est un défi majeur de redéfinir c'est quoi une démocratie aussi. Hein? C'est quoi? Est-ce que c'est voter une fois aux 4 ans? Est-ce que c'est prendre part activement à des débats? C'est comme ça nécessite aussi du temps, un investissement de temps. Énorme. Est-ce que la démocratie existe? Comment? Est-ce que la démocratie existe? C'est une bonne question. Hein? On peut commencer par cette question-là. C'est la même chose pour les sondages. Hein? Les sondages, qui paye pour le sondage? Exactement. Qu'est-ce qu'il fait avoir? Où est-ce qu'il va lancer sa ligne puis il est plus susceptible d'avoir le poisson qu'il recherche? Là, dans quel lac il va lancer ça? Là, Alors, c'est un peu, puis ça nous ramène à Churchill qui disait « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. » Alors, c'est un peu les sondages, c'est un petit peu ça aussi. Hein? C'est qu'est-ce que tu vas avoir comme message, puis convaincre les gens que tu es avec les gagnants, là, si tu vas dans le sens de voter pour moi. En tout cas, on dit aussi que la seule chose qui est vraie dans le journal, c'est la date. Ouais. ça nous montre un peu le niveau assez minimaliste dans lequel on est. Mais moi, ça m'encourage à continuer. Puis, Robert, je t'invite à participer, peut-être téléphoner même la semaine prochaine, parce que ça va être le gros de l'émission, l'aspect politique, l'aspect très concret, parce que tout le monde veut savoir pour qui voter. Et je ne sais pas pourquoi la manie des Québécois de dire « dis-moi pour qui voter », ça, c'est une erreur monumentale.
On est ici pour vous donner des pistes. On n'a pas la vérité incarnée. On a juste notre expérience pour vous partager. Et si ça vous amène à réfléchir et à avoir des débats à l'interne de vos familles, comme on a eu le témoignage tout à l'heure par rapport à un autre sujet, bien, c'est ça l'objectif qu'on vit, parce que notre objectif, c'est vraiment que la vérité soit assez choquante pour vous amener à évoluer à travers ça ou faire évoluer votre entourage. Alors, la semaine prochaine, on va relancer cette dimension-là. Et si vous avez d'autres sujets d'émission qui vous tiennent à cœur, on vous invite à nous l'écrire sur le chat. On est très ouvert à cet aspect-là et on veut que ce soit votre émission. On vous invite la semaine prochaine. Et je vous rappelle, demain soir, Théovox Actualité qui est toujours à 19h30. Avec des invités extraordinaires et des sujets palpitants. Comme toujours. Et Dr. Béliveau, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous et j'espère qu'on va pouvoir récidiver dans un avenir prochain. Avec plaisir. Merci encore. Bonne fin de journée.